Bonjour à tous, bienvenue au Sénat et bienvenue en direct sur Public Sénat. Au Sénat où se déroulent aujourd'hui les rencontres annuelles de l'apprentissage. Il s'agit évidemment de mettre en valeur cette filière de notre enseignement qui fonctionne bien, même si le nombre d'apprentis a un petit peu diminué ces 2 dernières années. On va en parler cet après-midi puisqu'on vous propose de suivre bien 3 tables rondes autour des thématiques suivantes. L'insertion professionnelle des jeunes apprentis, le coût-bénéfice pour les entreprises et puis les freins qui existent encore aujourd'hui au développement de l'apprentissage. Alors avant de démarrer ces 3 tables rondes, je vais demander au président du Sénat, Gérard Larcher, qui est avec nous dans cette salle, de nous rejoindre ici pour prononcer un discours d'ouverture. Et puis tout à l'heure, à la clôture de ces tables rondes, c'est le ministre François Rebsamen qui sera présent avec nous ici. Gérard Larcher, je vous laisse la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, cher Alain Griset, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, je dois le dire, cet après-midi au Sénat. Mesdames et messieurs les artisans et membres de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, mesdames et messieurs les maîtres d'apprentissage, mes chers collègues parlementaires, parmi lesquels je vois des collègues d'expérience sur ce sujet de la formation, de l'apprentissage et des métiers, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les apprentis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour ces rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Occasion d'échanger librement avec des jeunes qui ont choisi ce mode de formation. Un instant aussi privilégié pour rendre hommage aux entreprises artisanales de notre pays et nous rappeler qu'il y a une campagne depuis 1999, Monsieur le Président, qui rappelle que vous êtes la première entreprise de France. Et en même temps, c'est une entreprise d'hommes et de femmes engagés dans la formation des autres. Et c'est un point extrêmement important que nul ne peut vous discuter, y compris au plan statistique, et que le Sénat reconnaît bien volontiers. C'est aussi un moment de réflexion collective sur les voies et moyens de conforter la place de l'apprentissage dans notre système de formation initiale. 6 mois après les assises de l'apprentissage présidées par le Président de la République, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur la mise en œuvre effective, de façon constructive, parce qu'au Sénat, ici, nous abordons, dans une posture qui n'est jamais idéologique, mais pragmatique et concrète, ces dossiers. Les sujets de la formation et de l'emploi me passionnent. Permettez-moi de revenir 10 ans en arrière. Nous étions en pleine actualité, c'était le plan de cohésion sociale, et nous nous étions fixés avec Jean-Louis Borloo, à l'initiative du président Jacques Chirac, un objectif de 500 000 apprentis. On n'y est pas tout à fait, cher Président. Et j'ai le souvenir aussi qu'à la demande du président Sarkozy, j'ai rédigé en 2012 un rapport sur la formation professionnelle, clé pour l'emploi et la compétitivité. Et d'ailleurs, des hommes d'expérience comme Jean-Claude Carle ou André Reichart m'avaient apporté leur lumière à ce moment de la réflexion que nous devions conduire. Nous avons, cette année, avec les équipes du président Griset, bâti un programme qui cherche à stimuler la réflexion, mais surtout permettre de dégager des solutions concrètes à des problèmes qui sont pratiques. L'apprentissage dans l'artisanat, d'ailleurs, je vous le dis, n'épuise pas le sujet, parce que simplement 8% des entreprises, au-delà d'un certain seuil de salariés, utilisent l'apprentissage, c'est trop peu, et c'est sans doute une des clés. Je voudrais simplement rappeler que nous avons tenu il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, avec nos amis parlementaires autrichiens, un débat sur le résultat fantastique d'un pays comme l'Autriche, qui a choisi l'apprentissage comme une voie comme les autres, qui a un taux de chômage des jeunes de moins de 7%, alors que malheureusement chez nous, nous sommes plus proches de 25%. Et que sans doute nous devons réfléchir collectivement à ce qui est le succès autrichien et le défi français en ce qui nous concerne. Oui, comment faire pour encourager l'apprentissage dans les moyennes et les grandes entreprises? Que faire pour stimuler le recours à l'apprentissage dans des formations qualifiées ou moins qualifiées? C'est vrai, nous n'avons pas la prétention cet après-midi de traiter toutes ces questions. Chaque année, 200 000 jeunes sont formés par des entreprises artisanales, il est bon de le rappeler ici, et il suffit de rappeler que l'apprentissage est au cœur d'ailleurs du modèle économique, et j'allais dire du modèle de société de l'artisanat,
car ça n'est pas qu'un modèle économique, c'est aussi une manière de se comporter, d'être, de transmettre. Un chef d'entreprise artisanale sur deux, ne l'oublions pas, a été formé par cette voie de l'apprentissage. Alors, ces 3 tables rondes nous permettront de voir ensemble quels sont les problèmes concrets auxquels les apprentis doivent faire face pour s'orienter, suivre un bon cursus et être accompagnés. Car qu'on le veuille ou non, en 2005, nous disions il faut qu'ils aient les mêmes droits que les étudiants. Ça n'est pas tout à fait vrai encore. 10 ans après, et il y a une interrogation pour nous les politiques sur ce sujet. Nous pourrons également savoir quels sont les problèmes rencontrés dans les entreprises, dont je dois dire sans aucun esprit critique qu'un certain nombre d'allers-retours dans des décisions récentes n'ont pas éclairci l'horizon et simplifié les perspectives et les vocations en matière de formation d'apprentis. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de ces rencontres, les services de l'Assemblée permanente sous la houlette de M. Farrugia, les services des 3 commissions du Sénat, messieurs Jacques, Salnave et Robert, et la direction de la communication du Sénat avec Mme Ravel et M. Léniche. Merci à tous et merci à Public Sénat d'être là à nos côtés. Merci à tous les jeunes qui ont accepté de témoigner. Merci à nos collègues sénateurs qui ont accepté de participer à ce qui n'est pas qu'un jeu, mais questions, réponses. C'est aussi l'occasion de nous poser un certain nombre de problèmes. Et puis François Rebsamen viendra nous rejoindre en fin d'après-midi et clôturera ces rencontres. Ce sera l'occasion, peut-être, Monsieur le Président, que vous lui redisiez quelque chose. Ça n'est pas interdit, c'est un moment de dialogue, car ici, le Sénat, c'est un lieu de rencontre avec la société. Nous sommes dans les murs du Sénat, mais nous sommes en même temps hors les murs du Sénat, parce que vous êtes venus à la rencontre du Sénat, et c'est la vision que nous en avons. Très bon après-midi, ici, dans cette salle des conférences. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander maintenant à Alain Griset, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers d'artisanat, de venir prendre votre place pour adresser également quelques mots aux personnes qui sont présentes avant de démarrer la première table ronde. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les présidents des chambres de métiers de l'artisanat, chers collègues, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les apprentis. Pour la 15e édition, nous avons l'honneur et le plaisir d'être réunis pour les rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Je vous en exprime, Monsieur le Président du Sénat, toute ma gratitude. Je sais qu'elle est largement partagée par les générations d'apprentis qui ont eu le privilège, grâce à cette manifestation, de venir dans ce haut lieu de la République et d'y rencontrer les parlementaires sur leur lieu de travail. Je sais également que les apprentis qui nous entourent aujourd'hui ont le même sentiment de fierté et qu'ils ont préparé cette journée avec beaucoup d'attention. J'ai rapidement m'effacé devant eux et laissé exposer leur situation, leurs attentes, leurs ambitions et poser leurs questions. Je souhaite naturellement que cette journée nous permette d'aborder les sujets les plus importants. Les rencontres sénatoriales de l'apprentissage ont souvent, par le passé, constitué une caisse de résonance ouvrant sur une prise de conscience et débouchant sur des décisions nouvelles favorables à l'apprentissage. Aujourd'hui, la situation est suffisamment préoccupante pour que nous profitions de ces rencontres pour tenter cette nouvelle mobilisation. L'apprentissage est maintenant reconnu comme une voie de formation à part entière qui a obtenu toutes ses lettres de noblesse et particulièrement, il faut bien le reconnaître, grâce à l'opiniâtreté et à l'action assidue des chambres de métiers de l'artisanat et des artisans eux-mêmes. Une récente étude de l'Institut supérieur des métiers confirme que plus de 40% des apprentis formés en France le sont par des artisans. Aujourd'hui, tous les politiques se déclarent favorables au développement de l'apprentissage. Et les présidents de la République qui se succèdent, ainsi que les gouvernements, fixent des objectifs très ambitieux en termes de nombre d'apprentis à former. Aujourd'hui, l'apprentissage ne fait plus peur aux jeunes et à leurs familles. Il faut dire que notre travail a réussi, à travers la création de l'Université régionale des métiers de l'artisanat, à considérablement modifier la donne. Il est notablement plus valorisant d'être étudiant en Université des métiers de l'artisanat qu'être apprenti dans un centre de formation. Aujourd'hui, donc, tout semble réuni pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur le développement de l'apprentissage. Et pourtant, la réalité est différente. Les effectifs ne décollent pas, ils ont même une sérieuse tendance à baisser, voire même à s'écrouler dans certains secteurs professionnels.
Certes, l'apprentissage dans nos centres de formation, dans les universités régionales des métiers de l'artisanat, résiste mieux et nous constatons des pertes d'effectifs moindres que dans d'autres réseaux. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de nous intéresser aux causes profondes, car ne pas former suffisamment d'apprentis est doublement dramatique. Dramatique parce que cela prive des centaines de milliers de jeunes d'une solide formation professionnelle et d'une véritable chance d'insertion, et dramatique parce que, dans le même temps, cela appauvrit le renouvellement de nos métiers, voire même, dans certains cas, c'est la pérennité des métiers qui est menacée. Les causes de la situation que je viens de décrire sont connues. Permettez-moi d'en rappeler les principales. Bien sûr, il y a l'impact de la crise économique. C'est la crise économique qui rend cette décision d'embauche très difficile pour les chefs d'entreprise artisanales, dont beaucoup ont des carnets de commandes à visibilité réduite, voire inexistantes, ou les trésoreries au plus bas niveau. L'apprentissage est un investissement à moyen terme, et le premier réflexe, malheureusement, lorsque les difficultés sont présentes, c'est de renoncer à former. Il y a l'impact désastreux des annonces gouvernementales catastrophiques du début de l'été 2013 sur la suppression des aides accordées aux maîtres d'apprentissage en compensation du temps passé pour les apprentis et du crédit d'impôt. Certes, les suppressions précipitamment décidées, sans aucune concertation préalable, ont été en partie rétablies. Mais le mal est fait et nous en subissons encore les conséquences. Il y a également l'effet d'une administration tatillonne qui, sous prétexte de principe de sécurité absolue, impose des réglementations insupportables pour les chefs d'entreprise. Je veux parler par exemple de la réglementation sur l'utilisation des machines dangereuses et de certains travaux pour les mineurs. Bien entendu, la sécurité des jeunes doit toujours être la première des préoccupations, mais il convient néanmoins qu'une réglementation excessive ne nuise pas à l'embauche des jeunes de l'entreprise. Il ne faut pas que la signature d'un contrat d'apprentissage entraîne la visite systématique de l'inspecteur du travail. Il ne faut pas qu'emmener un apprenti sur un chantier entraîne au préalable une journée de formalités déclaratives à accomplir. Dans ce domaine aussi, notre pays a besoin d'un choc de simplification et d'un peu plus de confiance donnée à l'entreprise, ce qui n'exclut pas naturellement la sanction lorsqu'il y a des manquements avérés. Face à cette situation, il est urgent de réagir. Lors de la conférence Les Assises de l'apprentissage du 19 septembre dernier, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat a été entendue par le Président de la République et les ministres concernés en premier lieu, dont M. Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Un certain nombre de freins importants à l'embauche d'apprentis ont d'ores et déjà été levés. Dotation supplémentaire aux régions pour abonder le financement des centres de formation, dotation dédiée à l'hébergement des apprentis, instauration d'une prime au premier apprenti. D'autres mesures sur lesquelles il est urgent d'agir et d'aboutir sont en cours de mise en œuvre ou de préparation. Assouplissement de cette réglementation sur les travaux et les machines dangereuses, reconnaissance et valorisation de la fonction des maîtres d'apprentissage ou encore renforcement de la place de l'entreprise et des compétences dans les référentiels de formation. Mais cela, naturellement, n'est pas encore suffisant et nous rencontrons aujourd'hui un problème particulièrement important du fait conjugué de la montée en qualification des titres et diplômes préparés et de l'entrée en apprentissage sur les tranches d'âge plus élevées que précédemment. Les rémunérations que le chef d'entreprise doit verser à l'apprenti est plus élevée et nous avons là, pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, un frein important à la conclusion des contrats. J'ai lu ce matin dans la presse que le ministre Rebsamen s'était exprimé pour dire qu'il pensait que cette prime d'activité qui résultera de la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi devait pouvoir profiter aux apprentis. Voilà une bonne nouvelle. J'estime que là, nous avons une bonne solution qui permet à la fois aux jeunes d'avoir une rémunération qui correspond à ses besoins et qui permet à l'entreprise de ne pas avoir de difficultés pour embaucher des jeunes qui ont déjà, eux, un parcours académique réussi. Sans aucun doute, faut-il également continuer à travailler sérieusement et en profondeur sur les dispositifs d'orientation de notre pays. Nous savons que trop de jeunes sont encore maintenus artificiellement dans le cursus de l'éducation nationale et qu'ils perdent temps et confiance. Dans les chambres de métiers de l'artisanat, tout comme dans les organisations professionnelles du secteur, nous avons l'expérience et la conviction
que l'avenir de l'artisanat repose sur la transmission des savoir-faire. Aussi, pour nos chambres de métiers de l'artisanat, il y a un objectif prioritaire: faire en sorte que tous les jeunes qui veulent apprendre un métier par l'apprentissage puissent trouver un employeur. Nous nous battrons avec toute notre énergie pour y parvenir. Nous saurons utiliser à bon escient les moyens que nous donnent, comme ces très efficaces dispositifs des développeurs de l'apprentissage, que l'État serait bien inspiré de continuer à soutenir financièrement. Nous avons aussi besoin d'adaptation des réglementations et des législations et de votre écoute. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président du Sénat, votre écoute nous a été bénéfique par le passé. Il nous est indispensable pour l'avenir. Merci de votre attention. Merci Alain Griset. Je vais vous demander effectivement de vous asseoir. Je vais également demander aux deux premiers sénateurs de la première table ronde qui vont répondre aux questions des apprentis qui sont présents ici dans la salle, Michel Meunier et Jean-Claude Carle, de venir nous rejoindre. Et puis, avant de démarrer cette première table ronde autour de l'insertion professionnelle des jeunes, qui est plutôt bonne, mais on va le voir, il y a quand même encore des questions qui se posent. Eh bien, on va regarder un petit film et après, on passera aux questions des jeunes. Les atouts de l'apprentissage en termes d'insertion, ces jeunes ils vont avoir eu l'opportunité pendant 2 ans de se former par l'expérience, du coup d'acquérir par ce biais des compétences et des compétences terrain qu'ils vont pouvoir réexploiter après dans leur emploi à venir. L'apprentissage est toujours une voie de formation initiale qui convient à certains jeunes, parce que c'est une voie de formation concrète, axée sur un métier. Et aujourd'hui, l'insertion des jeunes, 7 mois après leur sortie de formation, est de 70%. Les atouts de l'apprentissage, c'est aujourd'hui, on a bon nombre de jeunes qui sont dans le système scolaire et qui s'ennuient. La plupart des apprentis ont eu quelques difficultés avec la scolarité normale. Ils n'aimaient pas forcément trop le collège. Et nous les voyons s'épanouir par l'apprentissage. Ils sont tout à fait métamorphosés. D'une part, ils se remémorent leurs connaissances pour ce qui est de l'enseignement général, mais aussi évoluent très vite dans le manuel, et c'est ce qui leur plaît, parce que c'est diversifié, il n'y a pas la contrainte de l'école toutes les semaines, tous les jours, il y a l'alternance, et ça, c'est ce qui leur plaît vraiment. Mon parcours, j'ai commencé en 4e en SECPA. J'ai fait des stages en cherchant en cuisine, après j'ai trouvé en boucherie. J'ai choisi mon apprentissage comme mon métier futur, comme charcutier traiteur. Assez manuel, moins de cours en CFA. L'enseignement général, j'en avais assez marre, on va dire. La différence, c'est qu'ils sont salariés et que nous les considérons comme des salariés. Et ils arrivent par l'acquisition d'un métier, par les connaissances techniques, à s'épanouir réellement. Être rémunéré en CFA, ça m'apporte plus pour mon avenir. Ici, j'ai plus d'expérience à apprendre sur le terrain qu'être assis sur une chaise à l'école. On m'a montré les gestes personnellement par mon chef, pour faire les gestes qu'il faut faire et puis pas autrement. J'aurais pas pu l'apprendre en classe, on n'a pas de couteau, ça c'est sûr, ça c'est une arme blanche. Je pense que l'apprentissage c'est un atout pour aller voir dans d'autres entreprises. Pour l'apprenti, c'est valorisant de montrer ce qu'il sait faire. J'ai été apprenti, le plus gros de ce que j'ai appris, c'est en apprentissage. C'est un échange de savoir-faire. À partir du moment où on a appris son métier en apprentissage, eh bien, on est déjà préparé à la vie d'entreprise. Quand on a fait une formation en lycée professionnel, on a connu que toujours le système d'école, le système de classe très réglementé. Nous avons de plus en plus de migrants de l'enseignement supérieur qui se dirigent vers l'apprentissage. Ils viennent pour une formation qu'ils passent en 1 an sur les compétences techniques. J'ai 21 ans et je fais un CAP pâtisserie en 1 an au CFA de Versailles. Vis-à-vis de mon âge, ça n'a pas posé de problème particulièrement. Je suis diplômée d'une licence professionnelle en management des organisations, option entrepreneuriat, d'un DUT en gestion des entreprises et des administrations en ressources humaines et d'un baccalauréat scientifique en mathématiques. Ça a été un choix personnel d'avoir d'abord un bagage en gestion plutôt que de commencer directement tout ce qui était professionnel, sachant que je voulais dès le départ faire de la pâtisserie. Mais comme je voulais créer ma pâtisserie plus tard, je préfère avoir le côté gestion avant. Ce sont des jeunes qui en général sont un petit peu plus âgés, beaucoup plus matures et qui ont un réel projet professionnel. L'apprentissage, si j'avais su, je l'aurais commencé avant.
et j'aurais peut-être même pas fait mes études supérieures parce que tout ce qui est métier manuel, boulangerie, pâtisserie, coiffure, tout ça, c'est vrai que ça s'apprend sur le terrain. Et tout ce qui est gestion, ça vient après. Donc il est important aussi au niveau du discours de dire aujourd'hui que l'apprentissage, ce n'est pas uniquement un cursus court, que ça peut être un cursus long qui mène à la reprise ou à la création d'entreprises. Voilà, donc première table ronde autour de l'insertion professionnelle des jeunes après ce premier film, et on a vu de sacrés déjà parcours presque professionnels. Gérard Larcher, j'imagine que vous avez été très intéressé par ces premiers témoignages qu'on vient d'entendre. Notamment par la pâtissière, parce qu'elle était du département parce qu'elle est des Yvelines. Et qu'elle préparait mon gâteau préféré, le Paris-Brest. Et à part ça. Qui, je rappelle, est une route vélo et qui rappelle une grande course cycliste entre Paris et Brest. Bon, et au-delà du Paris-Brest, sacré parcours quand même, cette jeune femme. Oui, bien sûr. Et c'est ce vrai parcours que nous essayons de valoriser, que nous avons tant de mal à valoriser, il faut le dire, dans notre pays. Les choses ne sont pas simples, car nous avons besoin de stabilité législative et réglementaire sur ce sujet. C'est aussi un appel que je lance à mes collègues, parce que les entreprises artisanales, elles ont besoin de voir l'avenir et de le voir d'une manière qui soit réellement stabilisée. Alors, Monsieur le Président, on va écouter la première question qui vous est adressée directement dans la salle. Alors, il s'agit de Kevin Colcellini. Je vais avoir du mal à prononcer votre nom, j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Vous êtes apprenti en CAP menuisier et avant, vous avez obtenu une licence en droit. C'est ça, je ne me suis pas trompée? C'est ça, oui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous j'ai écoute. 23 ans, je viens d'Aix-en-Provence, où je suis en première année de CAP menuisier. Et donc avant cela, j'ai eu un bac ES en 2009. Ensuite, j'ai commencé une formation à l'université. J'ai obtenu ma licence de droit en 2012. Ensuite, je me suis orienté vers un master 1 droit des affaires. Ça ne m'a pas correspondu. J'ai changé pour un master 1 histoire du droit. Là non plus, je ne me projetais pas vraiment. Et donc, au final, j'ai eu l'envie d'acquérir un savoir-faire artisanal dans le domaine de la menuiserie par la voie de l'apprentissage. Et c'est vrai que tout au long de mes différents cursus, j'ai constaté un déficit au niveau de l'information sur les différents métiers. Et donc, beaucoup de jeunes bacheliers et d'étudiants souhaiteraient se réorienter, mais manquent d'informations par rapport au métier de l'artisanat et à leur parcours. Et donc, serait-il possible d'informer davantage les jeunes en lycée d'enseignement général sur les filières de l'artisanat et les parcours de formation mis en place, et pas seulement sur l'entrée au niveau 5, mais sur les parcours de formation offerts par exemple par les universités des métiers et de l'artisanat qui permettent à un jeune apprenti de se former avec des universitaires à l'IUT ou au CNAM sur les métiers, leurs techniques et leur gestion. Voilà, merci. Merci Kevin. C'est vrai que c'est une question importante, hein, Gérard Larcher. L'information, la communication autour de toutes ces formations. Le cas de Kevin Colcellini illustre une partie des propos du président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers. Tout d'abord, un certain nombre de jeunes entrent en apprentissage beaucoup plus tard qu'auparavant, et notamment après un parcours de formation universitaire ou autre, dans lequel ils ont vu qu'ils souhaitaient changer d'orientation, qu'ils se sentaient mieux dans un métier. Et l'exemple de Kevin est un exemple qui n'est pas un exemple isolé. Je crois qu'il soulève deux questions. D'abord, comment on accueille des jeunes qui n'entrent pas par la filière, allez, on va dire des 16 ans, qui était la filière classique. Et se pose d'ailleurs la question du coût de l'apprentissage, et donc la question notamment salariale, et ce qu'évoquait dans la fusion, notamment prime pour l'emploi RSA, par le président tout à l'heure, c'est une question d'actualité, et je sais que mes collègues y seront sensibles. Second des sujets qui est évoqué et qui est un sujet tout à fait important, c'est le sujet comment on informe. Moi j'ai le souvenir, c'était il y a quelques années, qu'en allant dans un centre de formation, notamment au métier de la métallurgie, je posais la question comment vous vous êtes orienté vers l'apprentissage. Et malheureusement, les centres d'information et d'orientation, il y avait moins de 5% des apprentis qui étaient venus par le canal de l'orientation scolaire. Et donc nous avons un vrai sujet sur ce point. Beaucoup étaient venus par connaissance familiale,
par contact avec des métiers proches de la mécanique, puisqu'il s'agissait de mécanique dans ce cas-là, mais au fond, il n'avait pas été orienté, comme si c'était une orientation par défaut ou par absence d'orientation. Et on est donc sur un vrai sujet. Je sais, Monsieur le Président, que vous avez posé la question au Président de la République lors des assises, que le Président de la République s'est engagé à mobiliser notamment les recteurs et l'ensemble du process de l'éducation nationale sur cette orientation. Et je crois qu'elle est tout à fait essentielle. Mais elle doit se poursuivre bien au-delà des CIO. Elle peut se poursuivre à l'université, pour reprendre l'exemple qui était l'exemple de Kevin. Et nous voyons bien que là, c'est une révolution culturelle à faire dans notre pays. Nous restons avec la pensée qu'il n'y aurait pas de neurones parce qu'on utilise sa main, alors que vous n'avez pas l'usage de la main sans avoir les neurones nécessaires pour le faire. Je crois que le parcours, et je souhaite vraiment à Kevin de s'épanouir dans la menuiserie, mais d'aller au-delà. Et je parlais de l'Autriche tout à l'heure. On devient en Autriche un ingénieur à partir de ces parcours-là, et ça n'a rien d'exceptionnel. Mais aussi, on peut devenir tout simplement un excellent ouvrier. Et ce mot-là aussi mérite d'être réhabilité dans notre pensée, car le mot ouvrier, ouvrage, ça a vraiment du sens. Et c'est ce qu'il nous faut, me semble-t-il, et j'aperçois l'arrivée d'un président de région, c'est un des sujets qu'auront à traiter demain dans leurs compétences, puisqu'on est en plein débat sur la nouvelle organisation territoriale de la République, mon cher collègue, eh bien c'est un des sujets qu'il nous faudra traiter sans complexe, sans a priori, pour donner toutes ses chances à l'apprentissage, et savoir qu'au-delà des discours que nous tenons les uns et les autres, je crois en femmes et en hommes de bonne volonté depuis des années, il est quand même un peu désespérant de ne pas voir décoller le chiffre de l'apprentissage. C'est pour moi tout à fait essentiel. Merci beaucoup Gérard Larcher. Je crois qu'Alain Griset, vous vouliez ajouter peut-être un petit mot sur cette révolution donc, culturelle à accomplir et comment mieux communiquer. D'abord, remercier le président Larcher de cette réponse. On voit bien combien il a eu l'occasion de travailler sur ces sujets et combien il les porte avec beaucoup de dynamisme. On voit bien effectivement qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, la possibilité par l'apprentissage d'avoir un vrai parcours professionnel du niveau 5 au niveau 3, au niveau 2, doit être aussi une solution qui doit être mise en avant. C'est-à-dire que l'apprentissage a trop longtemps été contingenté à un niveau 5. Aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, c'est l'occasion de pouvoir avoir cette vraie filière. Et puis, il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui en France, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, la moitié des artisans ont été apprentis. Et il faut dire, et je dis aux jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, projetez-vous sur le fait que votre formation peut vous amener un jour à être chef d'entreprise. Et donc, il y a là un parcours de formation qui, derrière, peut vous donner, au-delà du fait d'avoir du travail qui est déjà important, mais aussi l'espoir d'être vous-même demain chef d'entreprise et demain futur maître d'apprentissage. C'est en tout cas nous ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on souhaite faire dans les chambres de métiers, vous accompagner pour être demain des chefs d'entreprise. Merci Alain Griset. On remercie le président du Sénat, Gérard Larcher, qui doit nous quitter parce qu'il a un rendez-vous. Vous reviendrez tout à l'heure, vous nous l'avez promis. Merci beaucoup Gérard Larcher. On va passer maintenant à la deuxième question de cette table ronde. C'est une question qui est posée par Charlotte de Kayser. Bonjour, je ne sais pas où vous êtes. Bonjour. Voilà, vous êtes debout, on vous voit. Vous êtes apprenti en deuxième année de brevet professionnel esthétique. Eh bien, nous vous écoutons. Alors moi, suite à la fin du collège, j'ai tout de suite su que je voulais donc être esthéticienne, mais pas passer par le bac général. Je voulais directement pouvoir pratiquer en école, mais pas en école professionnelle. Je voulais aller en CFA, donc directement à l'apprentissage. Donc à savoir qu'au collège, donc on a le CDI où on a les informations, mais en fait ils ne transmettent pas ce genre d'informations. Ils veulent vraiment nous orienter vers un bac général. Et on n'a pas l'information pour les CFA. J'ai dû donc faire les recherches moi-même. On tombe d'abord sur les écoles professionnelles d'esthétique et donc ensuite, vraiment en approfondissant les recherches, c'est là que j'ai trouvé le CFA, mais pas avant. Il faut vraiment, faire les recherches soi-même. On n'a pas les recherches directement à l'extérieur. Donc aujourd'hui, la question, ce serait dans le foisonnement de l'offre des CFA ou de l'éducation nationale ou des écoles, avec chaque région qui s'organise, comme elle l'entend pour développer son service régional de l'orientation, comment faire pour trouver un bon CFA ?
Merci beaucoup Charlotte pour cette question. C'est la sénatrice Danielle Michel et pas Michel Meunier, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé comme ça tout à l'heure, qui va vous répondre. Danielle Michel, on peut peut-être rappeler que vous êtes membre de la commission de la culture et que vous avez été coordonnateur emploi-formation et enseignante dans un centre de formation des apprentis. On vous écoute répondre à Charlotte. Oui, alors je pense que l'enjeu primordial, ce n'est pas de chercher un bon CFA, c'est de chercher un employeur et un bon maître d'apprentissage. Mais par réflexe scolaire, les parents, les jeunes, quand on cherche une orientation, on cherche une école, on cherche un centre de formation. Parce que dans le cas de l'apprentissage, il faut rappeler que le contrat d'apprentissage est d'abord un contrat de travail. Et donc, c'est d'abord l'entreprise qu'il faut trouver. Et en fonction de l'entreprise, du métier, on est orienté vers un centre de formation. Et cette formation en alternance, et pourquoi ça aussi? C'est parce que la formation, elle se fait en priorité dans l'entreprise. Au niveau CAP, c'est 3/4 dans l'entreprise, 1/4 au CFA. Donc on voit bien que l'importance de la formation, elle est quand même au sein de l'entreprise. Voilà. Alors, votre question est judicieuse. Et d'ailleurs, le président Larcher a répondu en partie. C'est vrai que le service public de l'orientation ne donne pas d'informations sur les formations en alternance et sur les CFA. Ils connaissent que l'éducation nationale. Voilà. Et par contre, les conseils régionaux qui ont la compétence de la formation professionnelle et de l'apprentissage organisent souvent des portails où peuvent se rencontrer les demandes des apprentis et les offres des entreprises. Mais en fait, vous avez eu le bon réflexe, vous avez trouvé la bonne solution parce que vous vous êtes adressé à votre chambre consulaire, à la chambre des métiers, et il faut rappeler que les chambres consulaires, que ce soit chambre des métiers ou chambre de commerce et d'industrie, sont aussi de très bons interlocuteurs pour donner des pistes pour trouver un employeur et un CFA. Très bien, merci beaucoup Danielle Michel. Alors on va passer directement peut-être, à moins que vous ayez un mot à rajouter, on enchaîne peut-être sur la troisième question de cette table ronde. C'est Manon Fournier qui doit être de ce côté. Bonjour Manon. Vous êtes apprenti en brevet maîtrise coiffure et nous vous écoutons pour votre témoignage et pour votre question. Alors moi je m'appelle Manon Fournier, je suis actuellement en brevet professionnel à l'IDEM 05 à Gap dans les Hautes-Alpes. Et j'ai déjà fait un parcours scolaire au collège. Je me suis directement lancée sur un CAP en lycée professionnel et je me suis rendu compte qu'au niveau des matières générales, il y avait plusieurs thèmes qu'on avait déjà abordés au collège et qui se reproduisent aujourd'hui en brevet professionnel. Mais comment on choisit un apprentissage? C'est pour avoir un maximum de pratiques professionnelles sur un minimum de temps scolaire. Pourquoi donc ne pas tout miser sur le professionnel plutôt que les matières générales si proches de celles vues dans les parcours scolaires? Très bien. Écoutez, merci pour votre question. C'est le sénateur Jean-Claude Carle qui va vous répondre. Oui, je crois qu'il serait dangereux d'opposer les disciplines générales aux disciplines professionnelles. C'est aussi dangereux, si vous me permettez cette comparaison, puisque vous êtes ici au Sénat qui s'occupe beaucoup d'aménagement du territoire, qu'en termes d'aménagement du territoire, d'opposer la ville à la campagne. Ces deux disciplines sont nécessaires et les connaissances générales vous seront indispensables pour occuper votre poste, pour évoluer, voire pour vous réorienter. Il faudra savoir maîtriser les fondamentaux, c'est-à-dire lire, écrire, compter, mais aussi des notions de langue étrangère et d'anglais en particulier, parce que les logiciels, sont pratiquement tous dans cette langue, donc il ne faut pas les opposer. Alors si ça peut vous paraître rébarbatif, voire facteur de découragement, c'est parce que certains ne les ont pas assimilés au moment propice de leur assimilation, c'est-à-dire très tôt. Très tôt, c'est-à-dire pendant le premier cycle de l'école, en CP, CE1, CE2, c'est là où on doit maîtriser les fondamentaux. Et là encore, on le voit bien, 40% des jeunes qui rentrent en sixième ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et vous savez, il y a des chiffres qui sont terribles, les statistiques sont là pour le prouver. L'avenir scolaire d'un jeune est quasiment scellé
quand il fête ses 7 ans. Et c'est le grand défi aujourd'hui de notre système éducatif, faire que non pas 60% des jeunes maîtrisent les fondamentaux quand ils rentrent au collège, mais bien 95 et 100% des jeunes maîtrisent ces fondamentaux. Je crois que c'est le défi essentiel, donc il ne faut pas les opposer. Il faut faire en sorte justement qu'on permette cette assimilation très tôt, c'est-à-dire de valoriser l'intelligence plus conceptuelle qui est dans certains jeunes, qui sont plus aptes à capter les matières plus concrètes que les matières beaucoup plus abstraites. Et c'est en valorisant, c'est pas forcément un petit peu comme si au tennis, le coach a un joueur qui est fort sous son coup droit, mais qu'il s'évertue à le faire jouer sur son revers. Il ne gagnera jamais Roland Garros. Donc il ne faut pas les opposer, mais il faut créer les conditions pour que cette assimilation des matières qui peuvent être réverbatives, où vous avez des difficultés d'assimilation, elles vous soient inculquées le plus tôt possible. Merci Jean-Claude Carle. Alain Griset, vous vouliez ajouter un petit mot? Non, tout d'abord, je partage ce que monsieur le sénateur Carle a dit sur la nécessité d'avoir une bonne base de connaissances générales. Mais il y a une problématique spécifique au métier de l'artisanat qui fait que quand un jeune vient dans notre secteur, il est là pour apprendre un métier. Et on a une vraie difficulté avec les diplômes de l'éducation nationale dans lesquels le référentiel est bien trop souvent en temps, trop important en enseignement général par rapport à l'enseignement professionnel. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons, dans les chambres de métiers de l'artisanat, créé ce qu'on appelle les titres, qui sont d'ailleurs homologués au RNCP, et ces titres du secteur de l'artisanat sont totalement construits par les responsables professionnels de façon à ce que leur contenu corresponde aux besoins des professions. Et nous avons cette faculté, nous, de pouvoir les faire évoluer en fonction de l'évolution de l'économie. Et donc, j'incite naturellement mes collègues présidents de chambre de métiers qui le font souvent à développer ces titres dans les universités des métiers, et j'incite les jeunes à choisir des formations qui correspondent à ces critères. Donc, il y a les brevets de maîtrise qui est un élément tout à fait fondamental, le brevet de technicien, le BTM. Et donc là, les jeunes auront une formation qui correspond au métier, ce qui naturellement n'empêche pas derrière qu'on ait un enseignement général qui permette au bout du compte d'avoir une formation équilibrée. Mais pour nous, c'est extrêmement important. Il m'est arrivé de dire quelquefois que dans certains CAP, il suffisait d'arriver à l'heure, de dire bonjour et d'être propre sur soi, sans même avoir fait le geste professionnel pour obtenir ce diplôme. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans l'artisanat. Nous, on recherche dans l'artisanat des diplômes et des titres qui permettent aux jeunes d'avoir une vraie compétence professionnelle. Alors le sénateur André Reichardt nous a rejoint. Vous vouliez également compléter un petit peu cette réponse qui est apportée par tous à Manon. Je vous laisse prendre le micro. 2 mots simplement pour dire que autant je suis d'accord avec ce que vient de dire mon ami Jean-Claude Carle et le président Griset, autant je pense que compte tenu de la diversification des parcours à l'heure actuelle d'entrée en apprentissage et qu'on a bien vu là-haut, il faut absolument répondre à cette diversification de la formation qui a été l'objet de cette question. À quoi ça sert de refaire la même formation que celle qui a déjà été diffusée au collège? Ça aboutit à quoi? À une frustration. Donc je crois que franchement, la solution passe par la déclinaison de cette diversification des parcours d'entrée. Et cette diversification, elle passe obligatoirement, à mon sens, par une meilleure interaction entre le CFA et le maître d'apprentissage. Celui-ci connaît les besoins de là ou du jeune. Le CFA, pas obligatoirement lorsque la personne rentre au CFA. Et donc, il faut élaborer un programme qui corresponde bien aux besoins. Si on ne le fait pas, on court peu ou prou à des difficultés d'ordre pédagogique au sein du CFA à l'égard de ce jeune. Et on va se battre précisément entre pourquoi tellement d'heures au CFA et pas assez en entreprise. Ce n'est pas du tout le but. Il faut travailler en plein accord entre les 2 pôles de formation. Et moi, j'appelle de mes voeux une meilleure prise en compte de cette diversification des parcours et des besoins de là ou du jeune.
Merci André Richard. Alors, on va passer à la 4e question qui est posée par Antoine Pinabel. Bonjour. Je ne sais pas où vous êtes dans la salle. Ah, vous êtes là-bas. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes en CAP boucherie en 2e année, hein, si je crois bien. Et vous avez eu un parcours, je crois, un petit peu compliqué avant d'intégrer ce CAP. Vous allez nous raconter. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Antoine. Je suis actuellement en 2e année de boucherie au CFA d'Alençon, dans l'Orne. Et donc, mon parcours, j'ai été jusqu'en 3e dans un collège courant, quoi. Ensuite, j'ai arrêté les cours en voulant travailler. Et je suis allé faire des saisons à la montagne. Et j'ai fait aussi un chantier d'insertion. On faisait un peu de tout, en fait, métiers manuels principalement. Et ne sachant pas quoi faire, j'ai suite à ça fait un stage en boucherie, ce qui m'a permis de découvrir le métier et de comprendre que je l'appréciais. Donc voilà. Ma question, c'est à partir de la 4e, j'ai très vite compris que pour les professeurs et moi, le temps allait être très long. J'aurais aimé à ce moment-là faire plus de stages et comprendre et commencer à apprendre un métier. Malheureusement, ça n'était pas possible. Il n'y avait pas de DIMA près de chez moi. Ne pensez-vous pas qu'il manque dans notre système un maillon qui permette à des jeunes comme moi, qui ne se sentent plus à l'aise à l'école, de pouvoir préparer plus rapidement un apprentissage? Merci Antoine. Alors c'est Jean-Claude Carle qui va vous répondre. Oui, d'abord je voudrais le féliciter d'avoir fait des stages à la montagne. Alors, il n'y a pas de maillon manquant. Il y a un maillon qui effectivement s'appelle le DIMA. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare? C'est un dispositif d'initiation au métier par l'alternance. Et c'est un dispositif qui a été mis en place ici au Sénat dans le cadre de la loi, c'est la loi Wauquiez de 2009 et auquel j'ai contribué et qui permettait, je dis bien qui permettait aux jeunes de 14 à 16 ans de pouvoir s'initier au métier tout en restant sous le statut scolaire pour ne pas retomber dans les travers de l'apprentissage junior qui avait créé un certain nombre de problèmes. Eh bien, ce dispositif, il a été malheureusement, je dis bien malheureusement, restreint par un certain nombre de circulaires qui ont d'abord remonté l'âge de 14 à 15 ans et qui, par des contraintes, le rendent quasiment inopérationnel. Il faut savoir donc que sur 100 000 jeunes qui sont soit en 3e préparatoire, 3e pro ou en 3e de découverte, il y a seulement 6 000 jeunes qui accèdent au DIMA. C'est un dispositif qu'il faut, j'allais dire, développer. Et je souhaite même qu'on aille plus loin. C'est que l'année en DIMA puisse être validée académiquement et qu'elle compte comme première année dans, j'allais dire, le cursus d'un diplôme. Mais vous savez, je crois que là, il faut, je vais rebondir sur ce qu'avait dit le président Larcher, ici on n'est pas une maison, j'allais dire, figée par les postures idéologiques. Et là, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette posture idéologique, car on n'est plus, j'allais dire, sous Zola. Il ne faut plus avoir cette vision du monde de l'entreprise qui était celle d'un autre siècle. Et je terminerai en reprenant la comparaison. Le président a parlé de l'Autriche, avec moins de 7% de jeunes au chômage. Je reprendrai la comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne, 70% des formations sont par la filière duale, c'est-à-dire par l'alternance. Le chiffre de chômage des jeunes en Allemagne, 7%. La France, c'est à peine 30% par la voie de la formation professionnelle et par l'apprentissage. Chômage des jeunes récurrent chez nous depuis 20 ans, entre 20 et 25%. Ça n'est plus acceptable. Je crois qu'il faut mettre en place des dispositifs de ce type et il faut sortir des postures idéologiques. Donc il reste encore beaucoup de chemin à accomplir. Alain Griset, si vous avez envie de compléter ce que vient de dire Jean-Claude Carle et Daniel Michel après peut-être. On voit bien qu'aujourd'hui, globalement, les résultats par la formation d'apprentissage ne sont plus contestés en termes d'efficacité. Il faut qu'on franchisse ce pas pour l'orientation, pour l'information. Moi, j'émets quand même de l'espoir dans les compétences que les conseillers régionaux vont acquérir
en complément de ce qu'elles ont déjà, ces régions en apprentissage. La compétence de l'orientation et de l'information. Et j'espère qu'à partir du moment où les régions auront cette compétence, que les chambres du métier et de l'artisanat, que les organisations professionnelles seront présentes dans ces structures, on arrivera mieux à développer un système d'information qui sera plus unique, comme c'était le cas précédemment, et qui sera divers. Et de cette diversité, je pense qu'on aboutira au bout du compte à une meilleure information. En tout cas, c'est le souhait des chambres du métier et de l'artisanat. Vous vouliez ajouter un petit mot, André Reichardt, avant qu'on aborde la deuxième table ronde de cet après-midi? Oui, je vais mettre une casquette non pas de sénateur, mais de premier vice-président du Conseil régional d'Alsace pour dire que je souscris complètement à ce que vient de dire Alain Griset. Et ce, d'autant plus que désormais, comme vous le savez certainement, un nom barbare va devenir à la mode, c'est le service public régional de l'orientation. Voilà. En Alsace, on a déjà lancé ça depuis maintenant 2-3 ans. C'est quoi? C'est seulement la volonté de faire travailler ensemble toutes celles et ceux qui, jusqu'à présent, disaient qu'elles travaillaient ensemble ou qu'ils travaillaient ensemble, mais en fait ne le faisaient pas, ou pas assez. Bien. Et cette guéguerre entre l'éducation nationale qui envoie pas assez des jeunes, ou ces jeunes, comme elle dit, vers l'apprentissage, et en sens inverse, les employeurs qui, naturellement, taxent l'éducation nationale de tous les maux, cette guéguerre n'a plus lieu d'être. Donc il faut que tout le monde travaille sur une meilleure amélioration, une amélioration de l'orientation. Et je pense qu'on n'a plus le choix. Le fait qu'on soit encore, après tant d'années, à courir après les 500 000 apprentis, c'est un vrai scandale. Moi qui suis alsacien, je ne vais pas vous parler des chiffres en Allemagne, mais vraiment, on va se le dire, la prospérité économique de l'Allemagne, elle est aussi due à cela, par une volonté de valoriser la personne dans l'entreprise et de permettre à ces petites entreprises de devenir un peu plus grandes, etc. Il n'y a pas que les grands groupes du CAC 40. Enfin, moi, je sors, excusez-moi, je vais être un peu long, je sors juste à l'instant là. J'étais à la Commission des Affaires européennes, elle se réunit juste là derrière. Et nous auditionnions, avant de venir ici, l'ambassadrice d'Allemagne à l'heure actuelle à Paris. Elle parle de l'Allemagne, elle présente l'Allemagne et elle dit, vous savez, l'Allemagne, elle est constituée de beaucoup de petites entreprises. C'est ce qui fait la différence avec vous. Vous avez que des grands groupes, le CAC 40, etc. Vous vous rendez compte l'image qu'on a? Donc ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout. Donc il faut arrêter ça. Et donc la meilleure des solutions, c'est ce service public régional de l'orientation qui, s'il marche, arrivera à mettre tout le monde ensemble pour aller dans une direction commune, pour sauver des difficultés. Moi, je trouve que l'apprentissage, je vais le dire demain, tiens, en séance ici, parce qu'on a un débat sur le service civil, est-ce qu'il doit être obligatoire ou volontaire? Moi, je dirais que le premier creuset républicain de ce pays, c'est malheureusement plus l'école, ça ne peut plus être le service militaire puisqu'on n'en a plus, eh ben, c'est l'apprentissage. Allez, Jean-Claude Carle, mot de fin peut-être pour cette première table ronde? Oui. Face à ce problème d'information et d'orientation, on doit, surmonter deux postulats. Un postulat culturel, puisqu'on est dans une société qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, valorise une seule forme d'intelligence, celle qui se traduit par « dis-moi ton chiffre après le bac, je te dirai qui tu es », en reléguant au second rang l'intelligence du geste, et ça on a extrêmement tort. Et derrière, il y a un problème structurel, c'est-à-dire que les voies de formation ont été hiérarchisées en fonction de ce problème culturel. Alors le problème culturel, il s'inscrit plus dans le temps que dans les textes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et au contraire, je crois qu'il faut agir pour faire en sorte qu'on mette sur le même niveau toutes les formes d'intelligence. Très bien. Écoutez, merci Jean-Claude Carle, merci Daniel Michel-Berchy et André Reichardt d'être venus ici avec nous pour cette première table ronde. On va passer maintenant à la deuxième table ronde autour justement des entreprises qui accueillent les jeunes. Alors quels sont les coûts supportés par ces entreprises? Est-ce que certaines difficultés ne pourraient pas être levées plus simplement pour permettre aux entreprises de recruter un peu plus? Avant d'accueillir les deux sénateurs, Jean-Claude Lenoir et François Patria, qui vont répondre aux questions des jeunes, eh bien, je vous propose de regarder ce petit film. J'ai une entreprise actuellement de 10 personnes, salariés bouchers, salariés charcutiers, des responsables dans chaque domaine et toujours des jeunes en formation, un en boucherie, un en charcuterie et formation adulte
à chaque fois que je peux. Moi, je suis vraiment un gros défenseur de l'apprentissage, car pour moi, dans mon métier, en particulier la coiffure, c'est quelque chose de fabuleux. On ne peut pas apprendre sans transmission. Il faut se rappeler que, eh bien, on est issus nous-mêmes de ce système de l'alternance, de l'apprentissage. Moi, pour ma part, j'ai commencé par un pré-apprentissage de 2 ans, et puis après 2 années d'apprentissage traditionnel à partir de 16 ans. Je ne vois pas l'avenir sans cette formation qui est l'apprentissage. J'ai eu l'occasion d'avoir des stagiaires qui font en formation continue leur examen et que j'ai en stage, mais c'est quelque chose de complètement différent. Le contact avec la clientèle, la vie d'un salon de coiffure avec ses collègues, c'est extrêmement important de pouvoir démarrer dans un milieu comme ça. L'avantage de l'apprentissage dans mon métier, c'est de pouvoir enseigner et puis pour les apprentis après plus tard puissent enseigner et continuer la relève. Recevoir un apprenti dans une entreprise, c'est un coût. Et je dirais que le coût il est de plus en plus grand. À partir du moment où on a un jeune qui apprend vite, tout va bien. Mais à partir du moment où on a un jeune qui, comme Kevin, est plus introverti, a besoin d'être rassuré déjà, hein, et après, on le forme. On le rassure et on le forme. Donc on prend du temps. Et là, eh bien, ça représente aussi de l'investissement et personnel, mais aussi un investissement financier. Pour arriver à ces 530 000 jeunes, hein, apprentis en 2017, eh bien, il va falloir absolument mettre les moyens. Le coût, même s'il n'y a pas de charge patronale et salariale à payer, il y a quand même tout ce qui tourne autour, la médecine du travail, la prévoyance, etc. Et on éprouve vraiment des grosses difficultés financières à employer. Moi-même, qui ai en permanence 2 apprentis pour la première année, ben, je ne pourrais en prendre qu'une maintenant, car les brevets professionnels, entre autres, coûtent assez cher à une entreprise. Et donc, je suis obligé de supprimer un poste d'apprenti moi-même, à mon grand regret. J'espère qu'un jour, je pourrai continuer à former, puisque moi, c'est ma vie. Et ça m'attriste énormément d'en arriver là. C'est un investissement qui rapporte. Hein, parce que nous, on apporte, on transmet notre savoir-faire, comme on nous l'a appris, on transmet notre savoir-faire. Mais le fait que notre jeune aille en CFA, en centre de formation, eh bien, quand il revient, il a appris des choses. Et ces choses-là, il les met en application. Mais des fois, elles sont différentes de la méthode que l'on applique. Et là, eh bien, c'est aussi au chef d'entreprise de se remettre en question et de dire, bah, tiens, mon apprenti, il fait ça, mais finalement, c'est pas mal. Je dirais qu'on s'apporte mutuellement. Hein, et former des jeunes, eh bien, c'est, pour certains, c'est une vocation. Et puis, mais pour d'autres, ça devrait être un devoir. Alors, pour répondre aux questions de cette deuxième table ronde, eh bien, Jean-Claude Lenoir, le président de la Commission des affaires économiques du Sénat, nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Ainsi que François Patria, sénateur socialiste, membre de la Commission des finances. Alors, c'est à nouveau Kevin Colcellini qui va poser la première question de cette deuxième table ronde. Eh bien, Kevin, nous vous écoutons. Donc, suite à ma réorientation, à 23 ans, j'ai décidé d'être apprenti menuisier. J'avais déjà ce projet depuis 2 ans, mais mon âge semblait être un frein par rapport à la signature d'un contrat d'apprentissage, puisque le coût de ma rémunération était plus élevé que celui d'un apprenti plus jeune. Et donc, comment résoudre ce problème de rémunération de l'apprenti qui pénalise les jeunes plus âgés, puisqu'aujourd'hui, cette rémunération est liée à l'âge. Voilà. Merci. Alors, c'est Jean-Claude Lenoir qui va vous répondre, Kevin. Oui, vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement sensible pour les entreprises, qui est le coût de l'apprentissage. Le coût, c'est-à-dire à la fois la rémunération qui est versée, mais également le coût que représente le temps passé par un chef d'entreprise pour former un jeune. Alors, comme vous le savez, la rémunération pour un contrat d'apprentissage, comme d'ailleurs pour un contrat de professionnalisation, tient compte à la fois de l'âge et du niveau, c'est-à-dire de l'année d'apprentissage ou du niveau de diplôme. À l'évidence aujourd'hui, et les travaux qui ont été menés dans le cadre des assises de l'apprentissage l'ont confirmé, il serait souhaitable d'envisager éventuellement d'abandonner le critère de l'âge, ou en tout cas de le moduler.
Alors, qui dit modulation signifie qu'il faut compenser. Et la compensation peut se faire avec les aides publiques, qu'elles soient celles de l'État ou celles de la région. Donc c'est un premier élément de réponse, mais vous avez raison de le souligner aujourd'hui, c'est un vrai handicap pour les jeunes. Il faut bien comprendre, alors je ne justifie pas, mais l'entreprise regarde quelle est la valeur ajoutée qui est apportée par un jeune qui apprend. Et elle est tentée de recruter plutôt un jeune qui coûte moins cher. C'est un constat que je fais. Ce n'est pas du tout une situation que je soutiens, mais c'est un constat. Alors, aujourd'hui, revoir les critères me paraît être indispensable. Les assises de l'apprentissage sont tenues juste à l'automne dernier et ont fait cette recommandation. Et en même temps, revoir avec les régions dans le format qui va sortir de la loi qui est actuellement en cours de discussion et avec l'exercice des compétences qui sera réalisé à partir du 1er janvier de l'année prochaine, voir comment on pourrait éventuellement réorienter certaines aides publiques pour compenser. Il reste une chose, c'est qu'il faut également insister sur l'orientation des aides en faveur des plus défavorisés, c'est-à-dire des jeunes qui ont un handicap pour se former. Et deuxième observation, les entreprises souhaitent certainement une vraie simplification. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de guichets qui leur sont proposés et la simplification leur permettrait certainement à la fois d'accélérer et de disposer plus rapidement des éléments dont ils ont besoin pour mettre en place un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Donc, au final, il y a certainement une réforme à entreprendre et votre témoignage à cet égard est important. Vous êtes à un âge critique. Vous l'avez dit, 23 ans. C'est dur à dire. Oh bah, c'est plus facile, non mais critique, par rapport au processus que j'ai décrit. Ce serait a priori plus facile pour un jeune motivé à 16 ans, 17 ans de s'insérer dans la voie de l'apprentissage, d'autant que l'entreprise hésite, hein, il faut le savoir, à conclure un contrat d'apprentissage avec un jeune de cet âge, 16-17 ans. Mais en même temps, le premier pas qui est franchi permet de vérifier que, d'abord, le jeune est motivé, qu'il est sur un parcours vraiment d'apprentissage, voire de professionnalisation. Et donc, encore une fois, ce que représente ce qu'on appelle la valeur ajoutée pour l'entreprise est plus évident. Donc, il y a vraiment là un sujet sur lequel nous allons devoir nous pencher, d'autant, et je rebondis sur la dernière intervention de mon ami André Reichardt, que la voie de l'apprentissage telle qu'elle existe dans l'Est de la France et surtout en Allemagne montre que c'est vraiment la voie dont nous avons besoin. Moi-même, j'ai été président de la commission de la formation du Conseil régional de Basse-Normandie il y a déjà quelques années, et j'avais mesuré à quel point nous étions décalés par rapport à des procédures particulièrement performantes et qui assurent une partie du succès de notre grand voisin. Alain Griset, peut-être pour revenir sur ce critère d'âge, est-ce que vous seriez favorable à un assouplissement ? Tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on puisse traiter ce sujet, en parler directement avec les jeunes. Voilà, ce n'est pas un sujet tabou, il faut dire les choses. Et deuxième élément, c'est une chance pour un pays d'avoir une jeunesse. Et ils ont la chance d'être là où ils sont aujourd'hui à 23 ans, à 24 ans et à 25 ans. Et on n'a pas le droit, nous, pour des raisons purement économiques, de leur gâcher cette chance. Et donc, nous, c'est le point de départ. Mais par ailleurs, lorsqu'on est dans une entreprise artisanale, quelle que soit sa taille, il y a des équilibres économiques qu'il faut prendre en compte. Sinon, le chef d'entreprise, il fait le choix, et le choix, c'est de ne pas prendre d'apprenti. Il y a un autre élément qui est important à prendre en considération, c'est que ces critères de salaire de l'apprenti ont été fixés, il y a très longtemps, sur le fait qu'à l'époque, tous les apprentis rentraient en apprentissage à 14, 15 ans ou 16 ans. Et que la question de l'âge ne se posait plus, puisqu'ils rentraient tous à cet âge-là. Et qu'aujourd'hui, et c'est heureux,
Il y a des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, 23 ans qui rentrent en apprentissage parce que pour eux, c'est la chance de pouvoir insérer le monde du travail. Mais Donc il y a une adaptation à faire alors. Naturellement, mais on peut pas les condamner en disant attendez, parce que tu es trop cher, on ne te prend pas. C'est absurde. Et donc tout ce qu'on souhaite, d'abord, c'est que chacun intègre bien ces éléments, comprenne que lorsqu'un apprenti il est en apprentissage, il est la moitié du temps de travail en entreprise. Et quand on arrive à 75-80% du SMIC, alors qu'on est la moitié du temps de travail, en réalité, on paye plus que le SMIC. Et donc notre idée à nous, c'est pas qu'au bout du compte, l'apprenti touche moins, mais c'est que le chef d'entreprise paye pareil, quel que soit l'âge. Et le gouvernement a annoncé hier la fusion du RSA avec la prime pour l'emploi pour créer la prime d'activité. Nous considérons que les apprentis doivent avoir le droit d'avoir cette prime d'activité cumulée à une rémunération de base qui, au bout du compte, permettrait aux plus âgés d'avoir les moyens de pouvoir répondre aux différentes exigences de leur vie aujourd'hui. Je crois que c'est extrêmement important. Puis vous l'avez dit, monsieur le sénateur, je pense qu'il faut que dans d'autres domaines, comme dans celui-là, on simplifie. Aujourd'hui, un maître d'apprentissage, il doit regarder le diplôme et l'âge pour calculer les rémunérations. Pour vous dire que pour beaucoup, parce que ça change, allez, ça fait partie des complexités qu'on pourrait éviter. Et donc, le fait d'avoir une rémunération fixe qu'on garantirait pour une période importante permettrait, je crois, d'être un bon signal pour les chefs d'entreprise et serait une chance pour les jeunes de notre pays. Encore une fois, on le dit très clairement, sans pour ça que les plus âgés n'aient pas une rémunération plus élevée, mais ce n'est pas à l'entreprise, de notre point de vue, de la payer. Très bien. Merci. On avance un petit peu dans cette table ronde. On va prendre la question suivante. C'est Yvan Berne qui va vous la poser. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes, vous, apprenti en bac prothésiste dentaire en 3e année, c'est ça? Tout à fait. Alors, messieurs, dames, mesdames, messieurs les sénateurs, bonjour. Je m'appelle Yvan Bernet, j'ai 24 ans. Je suis en formation de prothésiste dentaire depuis maintenant 2 ans. J'ai passé un bac scientifique, puis à la suite de cela, j'ai été pris en CDI chez mon père dans son laboratoire de prothèse dentaire, qui est maintenant, il pratique ce métier depuis plus de 40 ans, excusez-moi. Excusez-moi. Non, allez-y, tranquillement. On vous écoute, je me pas de calme, soucis. c'était un petit peu stressant pour moi, excusez-moi. C'est normal. Depuis maintenant, donc, plus de 40 ans. Le but étant donc que je reprenne l'entreprise et sa retraite s'approchant, j'ai ainsi fait une demande au CFA ainsi qu'au rectorat pour avoir l'accès à une formation accélérée. La réponse fut... J'ai été coupé, excusez-moi. Voilà. La réponse fut favorable, ainsi je suis passé directement en 2e année. Actuellement, je suis en 3e année de bac professionnel en prothésiste dentaire, donc, et j'ai racheté l'entreprise de mon père il y a 6 mois maintenant. Au vu, donc, ça pose quelques problèmes pour mon suivi scolaire. D'où ma question, est-il possible de... Est-il possible... Vous ne laissez pas perturber par vos petits camarades autour de vous. On vous écoute. Je vais essayer. Est-il possible d'assouplir le calendrier des examens qui n'est pas en corrélation avec le calendrier des métiers? Et est-il possible, par exemple, de dématérialiser les épreuves? Merci. Merci beaucoup, Yvan. Jean-Claude Lenoir. Vous lui répondez? Ou François Patria? Jean-Claude Lenoir, je crois que c'est à vous de répondre. Non, c'est à vous. C'est à vous de répondre. Alors, ça marche? Oui. La question qui est posée sur les rythmes d'examen est une question beaucoup plus sensible qu'on pourrait l'imaginer et vue d'ici. Parce qu'il y a un rythme qui s'impose et avec ce rythme des difficultés concernant à la fois les dates auxquelles il faut se rendre disponible et éventuellement les lieux où il faut se rendre. Alors, imaginez que les examens puissent être organisés par Internet est une solution à laquelle on commence à réfléchir. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a évoqué récemment. Cela ne vaut évidemment que pour la partie théorique. Évidemment, on n'imagine pas que la partie pratique puisse se faire à distance et derrière ou devant une caméra. À cela s'ajoute une autre considération, c'est de savoir quel est le poids de
ces épreuves théoriques par rapport à l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, du calcul. J'entends parfois des propos laissant entendre que, après tout, on peut peut-être diminuer cette part. Je ne suis pas de cet avis. Je considère qu'il y a des fondamentaux qu'il faut respecter et ces fondamentaux supposent un minimum qui est requis par celui qui deviendra demain votre client ou votre fournisseur. Donc il y a malgré tout un minimum qu'il faut assurer. Ce que je pense, c'est qu'on peut envisager une expérimentation pour certains CAP. Certains CAP ne requièrent pas forcément une présence physique dans une salle devant un examinateur. On peut en tout cas l'expérimenter, voir ce que cela peut donner, mais d'une façon générale, il faudrait plutôt demander à l'Éducation nationale de s'organiser pour tenir compte finalement des souhaits et finalement des contraintes des candidats. Ce qui n'est pas évident, bien entendu, à obtenir. Enfin, je terminerai en disant que l'éventuelle fusion entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation peut conduire à des solutions, puisque à ce moment-là, les rythmes ne sont pas ceux de l'Éducation nationale. Ils sont dictés en fait par les branches professionnelles, et on peut éventuellement assouplir le régime et le rythme. Voilà, donc c'est plus à titre expérimental qu'il faut rechercher éventuellement des solutions. Elles ne me paraissent pas évidentes et je comprends et je devine le poids de ces contraintes telles qu'elles ont été formulées par ce témoignage. Alain Griset, vous avez un petit mot à ajouter effectivement autour de ces contraintes? Tout d'abord, féliciter ce jeune homme déjà d'avoir franchi le pas en étant maintenant chef d'entreprise. C'est vrai que ça demande un investissement important et que avoir à la fois cette fonction de chef d'entreprise avec tout ce que ça entraîne et puis avoir la nécessité de continuer sa formation est quelque chose qui est lourd. Néanmoins, sur le fait de passer l'examen en pratique en prothèse dentaire en dehors du physique paraît compliqué. Mais il y a peut-être au moins une solution accessible, sinon deux. La première, même s'il faut faire ça avec prudence et ça demande aussi un travail, c'est de passer l'examen par la voie de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui permet à un moment donné, sans avoir un examen à date fixe, néanmoins d'avoir un niveau qui permet par la VAE d'obtenir cet examen, et c'est une formule assez souple, ce qui ne veut pas dire que ça ne demande pas d'investissement, mais c'est assez souple. Et deuxième chose, vous pouvez, par la formation continue, acquérir régulièrement des modules qui vous permettront assez aisément de passer un examen. Et je crois que si vous regardez bien ces deux pistes, vous trouverez chaussure à votre pied et vous trouverez la solution pour vous développer votre entreprise et en même temps vous qualifier. Merci Alain Griset. On va passer maintenant à la dernière question de cette table ronde et c'est Louris Tétio qui vous l'adresse. Je ne sais pas où vous... Ah, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes en première année de BTS après-vente dans le secteur de l'automobile. Vous n'avez pas eu un parcours très facile pour organiser un petit peu votre projet en alternance. Racontez-nous. Oui, donc je suis en première année de BTS AVA à Bordeaux. Donc j'ai fait une formation continue pour mon CAP, mon bac à Montauban dans le 82. Et donc moi j'ai eu la nécessité d'avoir 2 logements. Un à Agen pour l'entreprise et un ensuite à Bordeaux pour le CFA. Donc, ce qui pose beaucoup de complications, notamment pour certaines factures. Et à Agen, heureusement que j'ai un ami à moi qui m'héberge. Et c'est tout le temps des trajets, du déplacement et beaucoup de frais au niveau de l'essence et du logement. Surtout avec une paye de 590 € par mois, parce que 18 ans et première année d'alternance, c'était comme ça. Donc moi la question que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous avez déjà imaginé des solutions pour éviter que l'apprenti se trouve dans la même solution que moi-même, donc pour éviter d'avoir 2 à 3 logements. Très bien, merci beaucoup pour votre question. Et effectivement, ce cas, François Patria, n'est pas tout à fait exceptionnel. Hein. Non, la question du logement, du déplacement, de l'éloignement est une question essentielle. Je voudrais revenir un instant non pas sur l'ensemble des débats, mais dire à Alain Griset que je suis content de le retrouver, parce que ces questions, nous les posions quand j'étais en responsabilité au gouvernement il y a 13 ans.
et que pour la plupart, elles ne sont pas résolues aujourd'hui. Ça veut dire que malgré des financements en hausse, malgré des mécanismes avancés, malgré des pseudo-simplifications, on s'aperçoit qu'après avoir une montée des apprentis, on a aujourd'hui une régression du nombre d'apprentis. L'objectif des 500 000, tout le monde le partage. Tout le monde l'a partagé. Et pour répondre tout à l'heure à Gérard Larcher, qui disait en Autriche le parcours. Il n'y a pas qu'en Autriche. Moi, je cite souvent en exemple un jeune de la région Bourgogne qui a commencé à faire un CAP, un BEP, un bac pro, un BTS. Il est rentré à l'ENSAM, il est sorti major de l'ENSAM. Ingénieur major. Donc, il n'y a pas qu'en Autriche qu'on peut faire ce parcours. Et on évoquait déjà ce problème avec Alain Griset il y a quelques années. Et deuxième raison, deuxième question, avant de répondre plus ponctuellement à cette question précise, essentielle pour les jeunes, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre les moyens qui sont mis en œuvre et l'efficacité de l'apprentissage. 2004-2012, le nombre d'apprentis est passé de 339 000 à 438 000, plus 19%. Dans le même temps, les financements publics, État, région, Chambre des métiers à côté, est passé de 5,2 milliards à 8,2 milliards. C'est-à-dire plus 50% de financement, plus 19% d'apprentis. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'argent, a priori. Pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de méthodologie et où est-ce que passe l'argent. Et je me souviens que quand Alain Griset est venu me voir lorsque j'ai fait mon rapport en 2013 sur la réforme de l'apprentissage, il m'avait dit une chose que je veux, c'est que l'argent de l'apprentissage aille à l'apprentissage. J'ai fait une partie du chemin. On a fait passer le hors-quota de 31 à 23. C'est mieux. Il y a plus qu'il y a aujourd'hui. Moyennant quoi, qu'est-ce que j'ai dans mon bureau à la région Bourgogne aujourd'hui? Les écoles de commerce, les universités, qui viennent me dire hey, vous avez diminué le hors-quota, moi maintenant il faut que je trouve de l'argent ailleurs. Bon, on a dit notre priorité, l'enseignement supérieur trouve d'autres sponsors aujourd'hui, d'autres moyens. Pourquoi? Mais là, il y a un problème aussi d'efficacité. Et dans la complexité, il y a un problème aussi de perte en ligne. Et la formation d'un apprenti, ce n'est pas la même chose en Alsace, en Languedoc-Roussillon ou en Bourgogne. Il y a des tas de mécanismes. Ça dépend de l'apprentissage, ça dépend de la formation, ça dépend du taux de finance. C'est différent. Donc, il y aura une comptabilité analytique pour demain, rationalisée, et un décret ministériel qui permettra, un arrêté ministériel qui permettra dans les mois qui viennent de le régler. La question du déplacement des jeunes. Il y a deux choses. D'abord, la question. Et de l'hébergement. Et de l'hébergement. La question d'abord, est-ce que le jeune doit se déplacer ou bien est-ce que les formateurs doivent se déplacer? L'expérience a montré que quand on a plusieurs jeunes dans une même entreprise, il est parfois plus intéressant de faire déplacer les formateurs que de déplacer les apprentis. Donc ça, c'est une expérience qui marche aujourd'hui. Elle n'est pas généralisable parce que le coût n'est pas assuré. Pour les jeunes, ce que je peux dire, c'est que pour les jeunes et le logement, parce qu'il y a d'abord le déplacement vers le centre d'apprentis, et il y a des ruraux qui ne sont pas tout près de CFA, qui en sont loin, et puis il y a ensuite le déplacement vers l'entreprise. C'est deux choses différentes. C'est deux problématiques que monsieur a exposées. Il faut d'abord aller au CFA, et puis il faut aller aussi dans l'entreprise. Bon. Alors, les régions, tous les présidents de région ici, les vice-présidents, on participe. Je vous donne un chiffre pour la région Bourgogne aujourd'hui. On donne 4 300 000 € par an pour assurer le déplacement, l'hébergement, une partie de la restauration, c'est-à-dire 4,3 millions et 250 000 € par an pour équiper tous les apprentis de ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc vous voyez, on le fait. Ça n'est pas suffisant, et donc il y a eu des réponses qui ont été faites avec les investissements d'avenir. Et le 1% logement, avec IMO+, on permet aujourd'hui aux jeunes d'avoir entre 100 ou 50 ou 100 € par mois pour pouvoir se loger en plus de le faire. Ce n'est pas suffisant, et c'est vrai que demain, ça va être le rôle des régions, des grandes régions de demain, de prendre en charge, comme on le fait pour les lycéens, comme on le fait pour les collégiens aujourd'hui, de prendre en charge de façon plus forte, d'accompagner plus fort les apprentis dans leur hébergement. On a construit, avec les investissements d'avenir, il était prévu d'avoir plusieurs centaines de millions. On a construit des logements pour les apprentis. On en a construit. Le tout, c'est qu'ils restent accessibles en termes de prix et accessibles en termes de distance. Et là, je crois qu'il faudrait demain, je pense, comme on l'a fait pour les collégiens, comme on l'a fait pour l'école primaire, peut-être pouvoir assumer plus financièrement. Je ne dis pas la gratuité, parce que certains départements ou régions reviennent aujourd'hui, mais prendre en charge plus la part du déplacement, voire à travers les mécanismes aujourd'hui d'aide au logement classiques, de prendre plus en charge les jeunes. Voilà. Très
Très bien, merci beaucoup François Patria pour cette réponse développée. Je vous remercie tous les deux, Jean-Claude Lenoir, François Patria, d'être venus ici pour cette deuxième table ronde, répondre aux questions des apprentis. On va enchaîner et aborder tout de suite la troisième table ronde, justement pour essayer de voir comment on pourrait lever les freins au développement aujourd'hui de l'apprentissage. Avant d'accueillir les deux parlementaires qui vont venir répondre aux questions des jeunes, Michel Forissier et Jérôme Durin, je vous propose de voir à nouveau un petit film qui va nous présenter le thème de cette troisième table ronde. Actuellement, on a une baisse de l'apprentissage au niveau national de un peu plus de 3%. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse. Au niveau des entreprises artisanales, la situation économique est un facteur important. On a aussi les emplois d'avenir qui se sont développés au détriment de l'apprentissage pour certains métiers. Et puis les diplômes. Aujourd'hui, pour un contrat de bac professionnel, c'est un contrat de 3 ans avec une alternance d'1 semaine sur 2. Et les maîtres d'apprentissage, les artisans, préféraient signer un contrat de 2 ans avec une alternance d'1 semaine sur 3. Pour les familles, l'apprentissage n'est toujours pas perçu comme une voie positive d'orientation. Et malheureusement, dans les collèges, les professeurs le conseillent plutôt à des jeunes qui sont en difficulté. C'est un problème d'image. L'apprentissage, c'est fait pour les nuls, pour les perturbateurs. Le gros frein, c'est que l'État, la région, nous supprime d'année en année des aides, et encore voir cette année une suppression est faite. On éprouve vraiment des grosses difficultés financières à employer. Moi-même qui ai en permanence 2 apprentis pour la première année, je ne pourrais en prendre qu'une. On demande de former des apprentis, mais débrouillez-vous. Il faut donner aussi les moyens aux entreprises pour atteindre les objectifs des 530 000 jeunes. Moi, j'ai remarqué des évolutions d'apprentissage, bien sûr, puisque, déjà, dans les horaires de travail, on est passé, comme tout le monde, de 39 à 35 heures. Aujourd'hui, les jeunes, on les a moins. Il faut qu'ils l'apprennent beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai qu'on a des jeunes, des fois, qui vont à l'échec au CAP, mais c'est parce qu'ils ont eu moins de présence dans l'entreprise que nous, on pouvait avoir. Déjà, on a réduit l'apprentissage de 3 ans, on l'a réduit à 2 ans. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire un pré-apprentissage. Ça veut dire que j'ai été 4 ans en formation. Et aujourd'hui, si je suis chef d'entreprise, c'est peut-être parce que j'ai eu ces 4 ans de formation. Au campus des métiers, on a mis en place un dispositif spécifique d'accompagnement pour les entreprises et les apprentis. Si cet accompagnement de proximité n'est pas là, les jeunes peuvent facilement lâcher. L'apprenti est perdu, l'entreprise a perdu un apprenti sans forcément toujours comprendre pourquoi. Donc du coup, l'entreprise derrière va hésiter à reprendre un autre apprenti, etc. J'ai eu beaucoup de chance de trouver mon maître d'apprentissage, même à 21 ans. Malgré le fait que je sois plus rémunérée qu'un jeune. Juste avant moi, mon maître d'apprentissage a eu un jeune homme. Cependant, il est parti en plein milieu d'année pour faire de l'ébénisterie. Du coup, ça l'avait freiné au niveau du fait de reprendre un apprenti, mais le fait que je montre ma motivation et le fait que je sois plus âgée, ça l'a encouragé à reprendre un apprenti malgré ses mauvaises expériences. Alors, il y a plusieurs domaines où on pourrait agir. Par exemple, la communication sur l'apprentissage. En fin de 3e, les jeunes sont affectés sur un système, une procédure informatisée qui s'appelle Affelnet, et les CFA n'existent pas sur cette procédure, ce qui fait que les familles ne peuvent pas orienter leurs jeunes vers l'apprentissage. Il faudrait aussi peut-être reconnaître davantage le rôle du maître d'apprentissage, parce que former un jeune en entreprise, ça prend du temps et puis ça prend de l'énergie. Et au niveau des CFA, nous avons plus qu'un rôle d'enseignement des disciplines, qu'elles soient théoriques ou professionnelles. Il serait bien aussi pour les CFA que l'on reconnaisse notre mission sociale et éducative et qu'on ne considère pas uniquement le temps de face-à-face pédagogique. Voilà, vous l'avez compris, dans cette dernière table ronde, on va donc essayer de lever certains freins au développement de l'apprentissage. 2 sénateurs nous ont rejoints pour répondre aux questions des jeunes. Michel Forissier et Jérôme Durin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les 2 membres de la Commission des affaires sociales du Sénat et de la délégation aux entreprises. On va tout de suite aborder la première question. Elle nous est posée par Blanche Adompo. Bonjour. Levez-vous, qu'on puisse vous voir et vous repérer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc vous apprenti en coiffure, et nous vous écoutons à la fois pour un témoignage autour de votre parcours et pour votre question, sénateur. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Adompo Blanche. Je suis actuellement
en brevet de maîtrise de coiffure à l'IDEM 05 dans les Hautes-Alpes. Lors de mes études, j'ai passé mon CAP dans un salon plutôt familial. J'étais très bien encadrée par mon maître d'apprentissage. J'ai ensuite passé mon brevet de maîtrise professionnelle dans un salon franchisé où j'ai tout de suite dû être autonome. J'ai dû me débrouiller seule au niveau des cours et de la pratique. J'avais aussi moins de responsabilités que dans un salon familial. Actuellement en brevet de maîtrise dans un salon également franchisé, mon maître d'apprentissage est le patron du salon, mais il ne travaille pas avec nous. C'est donc ma responsable du salon qui m'encadre. Je suis totalement autonome dans mon travail. Mon maître d'apprentissage n'est présent que 2 fois par semaine au salon. D'où ma question. Au cours des contrats d'apprentissage dont j'ai bénéficié, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de formation obligatoire pour les maîtres d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a-t-il un statut particulier, une rémunération particulière? Comment remédier à cette situation? Cela ne pourrait pas être, cela ne pourrait qu'apporter un élément positif au développement de l'apprentissage. Merci. Merci beaucoup Blanche, c'est le sénateur Jérôme Durain qui va vous répondre. Oui, bonjour à tous. La question de Blanche, effectivement, elle est importante puisqu'on parle des freins au développement de l'apprentissage. Et il est évident que la question du tutorat, du rôle du maître d'apprentissage et de sa facilité à enfiler le costume de pédagogue, c'est pas toujours le plus facile. Prendre un apprenti, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité par rapport au savoir-faire qu'on sait transmettre. Donc ça, c'est peut-être le plus facile. Mais il y a tout le reste, le relationnel. Et si ça ne se passe pas bien, il y a des ruptures. On l'a vu dans le petit film qui a été présenté il y a quelques minutes. Effectivement, si ça ne se passe pas bien, c'est un échec. C'est pas un traumatisme pour l'entreprise. En tout cas, ça laisse une mauvaise image, un mauvais sentiment. Donc la question de l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans cette fonction pédagogique, c'est sans doute une question clé pour le développement de l'apprentissage. Les partenaires sociaux ont pris langue sur ce sujet. On sait qu'il y a une vraie difficulté à trouver des solutions. La loi du 5 mars 2014 a ouvert une possibilité. Alors maintenant, il faut s'en saisir parce qu'effectivement, si on n'aide pas le maître d'apprentissage à être à l'aise dans ce rôle, effectivement, ça complique les choses. Il y a quand même des initiatives qui ont été prises. Alors, il y a beaucoup de bourguignons qui sont intervenus, François Patria avant moi et le ministre François Rebsamen après. Mais je sais que, par exemple, l'expérience du Conseil régional de Bourgogne, où nous donnons des primes aux maîtres d'apprentissage pour les aider, pour compenser un peu cet investissement, est une incitation économique et ça facilite à la fois le rôle des maîtres d'apprentissage et ça fait baisser le taux de rupture de 5, 6, 7 points. C'est bon à prendre. Est-ce qu'il faudrait un petit peu généraliser ce genre d'initiative, comme au Conseil régional de Bourgogne, Alain Griset? C'est une piste de réflexion. Juste tout d'abord, François Patria tout à l'heure évoquait le coût de l'apprentissage et au bout du compte les montants qui sont affectés. Je veux simplement vous préciser en présence du ministre Rebsamen que dans l'artisanat, dans les chambres de métiers de l'artisanat, nous sommes en moyenne à 3 500 à 4 000 euros par jeune, alors que le coût de l'éducation nationale est quelquefois le double et que donc la formation d'apprentissage, au bout du compte, est aussi, ce plan financier, quelque chose qui est très largement supportable et favorable. Sur les maîtres d'apprentissage, tout d'abord, on peut être un très bon professionnel et un piètre pédagogue. Et être maître d'apprentissage, ça demande des compétences élargies. Et effectivement, dans l'artisanat, nous avons, et nous continuons à regretter, le fait que depuis 1993, même si ça remonte lointain, il y ait plus un agrément, ou on l'appelle comme on veut, enfin, le fait de reconnaître un maître d'apprentissage dans sa qualité de formateur. Je pense que c'est un sujet sur lequel, Monsieur le Ministre, il faudrait qu'on retravaille. Comme d'ailleurs, il n'est pas pour nous scandaleux de dire que, allez, tous les ans, tous les 2 ans, il puisse y avoir, à un moment donné, un module de formation, de façon à ce que chaque maître d'apprentissage puisse continuer à s'adapter à ce rôle qui n'est pas facile de pédagogue. Et puis par ailleurs, en compensation aussi, je pense qu'on ne reconnaît pas suffisamment le rôle, la mission du maître d'apprentissage. J'évoquais il y a quelques semaines avec le ministre Rebsamen le fait, par exemple, qu'aujourd'hui,
même si ça peut paraître surprenant, mais un artisan maître d'apprentissage n'a pas le droit d'avoir la médaille du travail. Alors, c'est pas l'histoire de la médaille, c'est pas ça, mais il y a un vrai manque de reconnaissance du rôle de l'investissement du maître d'apprentissage aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la situation actuelle, c'est un effort important que des maîtres d'apprentissage. Je crois qu'il faut que le gouvernement, les pouvoirs publics comprennent la nécessité d'abord d'avoir des maîtres d'apprentissage qui sont très investis, mais qui, au bout du compte, quelquefois, ont besoin d'être accompagnés en termes de formation et en termes de reconnaissance. Très bien, merci Alain Griset. François Rebsamen, le ministre du Travail, qui viendra clôturer ces tables rondes cet après-midi, qui nous a rejoints dans cette salle, reviendra peut-être sur ces points tout à l'heure. On va maintenant enchaîner avec la deuxième question de cette table ronde. Elle est posée par Celiani Nascimento. Je ne sais pas où vous êtes. Bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai très bien prononcé votre nom. Ouf. Vous êtes donc apprentie en CAP coiffure en première année, c'est ça? Oui. Alors, je m'appelle Celiani Nascimento. Je suis en première année CAP de coiffure au CFA Ernest Meyer de Metz. J'ai également effectué un CAP esthétique que j'ai obtenu. Alors, durant mon cursus de CAP esthétique, j'ai eu un différend avec mon ancien employeur qui risquait de mettre en péril ma formation. L'inspectrice du travail est donc intervenue et grâce à elle, j'ai pu finir ma formation et donc passer mon diplôme que j'ai obtenu. Elle nous a d'abord reçus individuellement, puis elle a organisé une conciliation qui a fait qu'on a pu avoir un accord à l'amiable, grâce auquel j'ai pu finir ma formation et passer mon CAP. Alors ma question, je suis une apprentie qui est restée en apprentissage et a pu finir mon contrat grâce à l'intervention de l'inspecteur de l'apprentissage. Pourquoi ce dispositif n'est-il pas étendu et n'existe qu'en Alsace-Moselle, alors qu'il a toute sa pertinence? Ce sont souvent des problèmes de communication entre l'employeur et l'apprenti. Merci. Merci Celiani. Alors c'est le sénateur Michel Forissier qui va vous répondre. Alors oui, j'ai été maître d'apprentissage dans mon métier de tailleur de pierre, sculpteur et marbrier. Donc vous voyez, le sujet, je l'ai pratiqué, je connais la difficulté de la relation. Alors c'est vrai, là vous évoquez un cas qui peut conduire à ce qu'on appelle aussi au décrochage de l'apprentissage. Et je crois que c'est intéressant de comprendre pourquoi 30 à 35% des contrats d'apprentis sont rompus. Alors ce qu'il y a de grave quand un contrat d'apprenti est rompu, c'est qu'il y en a 75% de ceux qui ont rompu leur contrat qui décrochent complètement de la filière et qui rejoignent le rang des jeunes en difficulté très souvent. Donc je crois qu'il faut se pencher sur cette relation qu'on a entre l'employeur et le salarié, parce que l'apprenti est en quelque sorte un salarié à part entière de l'entreprise, et les relations qui sont entre eux. Le problème qui se pose aujourd'hui, l'Alsace-Lorraine, on le sait tous, c'est une petite exception institutionnelle en France, donc l'inspecteur n'a peut-être pas tout à fait le même rôle, mais enfin, de toute façon, il n'a pas le rôle du médiateur, c'est-à-dire que l'inspecteur est là pour contrôler les budgets, contrôler des filières, alors que le cas de difficulté doit être traité par un médiateur. Et là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai rencontré monsieur le ministre quand j'ai fait mon rapport sur justement le travail et l'emploi, et dans cette mission, il y avait également l'apprentissage et la formation professionnelle, et on s'est rendu compte que ce qui manquait, c'était les médiateurs dans ces contrats. Et ces médiateurs, aujourd'hui, c'est un problème qui commence à être résolu parce que monsieur le ministre a signé 3 contrats et il y a 266 médiateurs qui vont être mis sur le marché. Évidemment pas tout de suite parce qu'il faut le temps de les former, mais c'est très intéressant parce que c'est à ce point. Parce qu'il faut, vous voyez, quand on fait un comparatif entre les contrats aidés et l'apprentissage, aujourd'hui c'est à peu près le même nombre de personnes, sauf qu'on met de plus en plus de personnes, il y en a à peu près 450 000 en contrat aidé, alors que vous en avez 430 000 en apprentissage, et on a perdu en 2013 encore 24 000 contrats par rapport à l'année précédente. Si bien qu'il y a eu également une restriction de crédit, puisque 550 millions qui n'avaient pas été dépensés l'année d'avant ont été économisés, et en même temps, on met 1,3 milliard sur des contrats aidés qui conduisent très peu au travail. Donc il faudrait qu'on ait un accompagnement de l'apprenti
comme on a un accompagnement sur les contrats aidés aujourd'hui, ça serait nécessaire. Et il me semble que là, on a vraiment une mine d'or pour mettre des jeunes au travail, parce que regardez ce qui est réalisé dans cette salle. La plupart des pièces qui ont été réalisées, c'est par des apprentis. Qui ont été apprentis, qui sont devenus compagnons et qui sont devenus des ouvriers de haut niveau. Donc vous avez un chantier énorme sur la France et vous êtes dans le plus grand employeur de France, comme l'a dit quand vous êtes dans l'artisanat, comme l'a dit tout à l'heure notre président du Sénat, qui connaît bien le sujet aussi. Et c'est pour ça que je crois qu'ensemble, il faut se battre pour aller sur ces filières d'excellence que développe l'apprentissage. Merci Michel Forissier. Alain Griset, est-ce que ces médiateurs dont parlait Michel Forissier à l'instant sont déjà sur le terrain ou est-ce qu'ils vont bientôt arriver? Nous sommes très clairement demandeurs depuis très longtemps parce que ça soit d'ailleurs en apprentissage ou dans d'autres domaines, il faut que notre pays change de culture. La culture du contrôle, de la sanction vis-à-vis d'entreprises n'est plus aujourd'hui d'actualité. La médiation est quelque chose qui résout bien souvent une bonne partie des problèmes. Ce n'est pas la peine toujours d'aller au prud'homme ou de faire un contentieux long. Une bonne médiation est souvent favorable dans l'ambiance de l'entreprise et dans la situation du jeune ou des chefs d'entreprise. Donc nous sommes, nous, demandeurs à ce que dans les chambres de métiers de l'artisanat, comme en Alsace d'ailleurs, il puisse y avoir des médiateurs de l'apprentissage. Je pense que tout le monde sera gagnant sur le plan de l'ambiance, sur le plan de la réussite du jeune et des conflits qui, au début, ne sont que relativement mineurs, peuvent être résolus très vite par l'intermédiaire des médiateurs. Allez, troisième question maintenant de cette table ronde. Elle est posée par Dimitri Serin. Bonjour Dimitri, levez-vous, qu'on puisse vous voir. Voilà. Vous êtes, vous, mécanicien agricole, vous êtes en bac pro dans la Mayenne. On vous écoute. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Dimitri Serin, j'ai 20 ans. Je suis apprenti au CFA de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Mayenne à Laval. Donc, je suis motivé par le secteur de la mécanique agricole. À la suite de ma troisième, j'ai commencé par un CAP en apprentissage et je suis inscrit maintenant en première baccalauréat professionnel en maintenance des machines agricoles. J'ai été amené à travailler avec des mineurs qui n'avaient pas le droit d'utiliser des machines dangereuses. Ma question est-elle, les restrictions sur l'utilisation des machines-outils pour les apprentis sont un frein à l'apprentissage? Et comment, dans ce cas, apprendre efficacement son métier? Merci Dimitri. Alors c'est le sénateur Jérôme Durin qui va vous répondre. C'est vrai que est-ce qu'il faut permettre aux mineurs de pouvoir travailler sur des machines dangereuses? Est-ce qu'il faut permettre aussi aux mineurs de monter par exemple sur des échelles pour certaines tâches? On parle de lever un peu les restrictions sur ces points-là. Jérôme Durin, on vous écoute. Oui, c'est un frein qui est extrêmement important et qui n'est pas qu'un frein juridique, qui est un frein symbolique. Moi j'ai eu l'occasion avec la délégation aux entreprises de me rendre dans plusieurs endroits en France, à la rencontre des chefs d'entreprise. Et on se rend compte que ce sujet-là, c'est un peu la tête de gondole des difficultés de l'apprentissage et qui revient extrêmement vite dès qu'on aborde le sujet avec les chefs d'entreprise. Donc il y a une dimension symbolique extrêmement forte autour de ce sujet. On sait déjà, on l'a dit tout à l'heure, que s'engager dans la voie de l'apprentissage, c'est lourd pour l'entreprise, c'est un choix, c'est un investissement. Si en plus on doit endosser des responsabilités trop importantes, ça finit par devenir compliqué. Il est évident qu'il y a des protections particulières apportées à des mineurs. Dimitri le disait, quand on entre jeune dans l'apprentissage, il y a une question de maturité, de conscience des risques qui existent, et il est normal qu'on traite différemment les plus jeunes de certains travailleurs plus aguerris. En revanche, il ne faut pas que ça devienne trop compliqué. Je ne vais pas m'attarder plus avant sur la question des normes, parce que pour les sénateurs que nous sommes, c'est un sujet qui est largement évoqué aussi dans le contact avec les élus. Il y a d'ailleurs un côté un petit peu étouffant dans le fonctionnement de notre société avec les normes. Et sur la question de l'apprentissage, ce sujet-là relève de la même logique. Alors je crois qu'il y a un sujet particulier, mais François Rebsamen sera sans doute à même d'y revenir. C'est la question de l'autorisation préalable ou de la simple déclaration. Parce que pour l'instant, on a une procédure qui est un peu lourde et il me semble que le gouvernement est en train de travailler sur le sujet, qu'il y a un décret qui est dans les tuyaux pour passer de l'autorisation préalable à la déclaration, qui serait quand même déjà un cap majeur franchi sur ce sujet de la protection des plus jeunes et de l'empêchement à travailler réellement dans l'entreprise. Dans quelques minutes, nous écouterons attentivement le ministre effectivement sur ces points. Alain Griset, vous aviez envie d'ajouter un mot sur ce point qui revient souvent. Lorsqu'on parle machine dangereuse, le terme est impropre parce que beaucoup de ce qu'on appelle machines dangereuses en réalité sont protégées.
et que donc c'était déjà mal nommé. Ensuite, je voudrais ici publiquement remercier François Rebsamen qui a pris le sujet en main, et malgré des avis de certaines instances qui ont, à un moment donné, voulu éviter l'avancée que nous attendons depuis longtemps, le ministre a souhaité transmettre au Conseil d'État un projet de décret. Je le remercie et j'espère que le gouvernement ira au bout de la démarche, parce qu'effectivement, c'est un frein considérable, parce que d'abord, ça empêche les jeunes d'apprendre leur métier, première chose qui est fondamentale, et ensuite, ça pose des difficultés telles à l'entreprise que beaucoup renoncent à prendre un apprenti à cause de comportements en termes de contrôle. Et donc, j'incite vraiment, et je souhaite que le ministre continue dans cette direction. Sur ce sujet-là, il peut compter sur nous, on l'appuiera sans réserve. Dernière question maintenant de cette table ronde. Elle est posée par Marion Lecard. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes apprentie en deuxième année de BTS après-vente automobile et vous allez nous raconter, mais je crois que vous avez rencontré quelques difficultés pour intégrer ce monde de l'automobile quand on est une jeune femme, pas toujours facile. Oui, alors je suis en BTS deuxième année en BTS AVA à Lézignan-Corbière dans le 11. J'ai passé mon bac pro en lycée professionnel que j'ai obtenu en CAP en juin 2012 et mon bac pro en juin 2013. Pour la seconde année, j'ai dû faire 2 stages. Donc je me suis présentée dans une concession, ils m'ont refusé pour problème de vestiaire, parce qu'ils n'avaient pas de vestiaire filles. Et le second, il m'a accepté, mais la mécanique n'était pas un métier de fille pour lui. Donc voilà, pour ma question, ça serait beaucoup encore des priori, métiers non féminins, organisation de l'entreprise, vestiaire. Comment faire changer ces mentalités auprès des maîtres de stage? Et quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour aider les entreprises, par exemple, à aménager leurs locaux? Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est Michel Forissier qui va vous répondre. Alors vous savez, tout d'abord, madame, vous avez la loi de la République qui est antidiscriminatoire. C'est-à-dire sur notre territoire, la République française a tout l'arsenal législatif qui dit que les hommes et les femmes sont à égalité. Ensuite, vous avez aussi le Code du travail et qui dit très nettement que les employeurs doivent adapter les locaux au public féminin. Et en ce moment, il y a le gouvernement qui a mis en place aussi une mesure qui est intéressante, qui sont des contrats pour l'égalité au travail et pour la promotion justement de la condition féminine et qui finance jusqu'à 50% des travaux qui sont nécessaires pour adapter des vestiaires. Alors il est évident qu'on est encore une fois sur 2 préjugés. Déjà, l'apprenti, on considère trop souvent, ça a été dit plusieurs fois, que c'est une filière de bas de gamme, alors que moi, qui ai été dans ce monde de nombreuses années, 40 ans, dans le monde des artisans, je peux vous dire que j'ai recruté que tout mon personnel uniquement, moi c'était mon mode de recrutement en réalité. C'est-à-dire on formait un apprenti, puis on le gardait. Puis même s'il échouait son examen en fin de stage, on le gardait aussi parce que... Et on essayait de le récupérer ensuite. Donc je crois qu'il faut garder cet esprit pour l'apprenti. Et puis pour les femmes au travail, c'est un préjugé. J'ai fait aussi une expérience dans ma ville de Mézieux avec 10 jeunes filles qu'on a mis dans des métiers du bâtiment, mais pas grutier, maçon, coffreur. Pour justement, tout simplement, parce que le BTP manquait de bras. Donc, mesdames, vous n'arrivez pas avec un complexe, vous arrivez pour sauver une filière. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il ne faut pas non plus que ça soit dans votre tête, parce qu'aujourd'hui, les lignes ont bougé sur ces mentalités. Et je crois que c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire, mais il faut vous dire que quand vous rentrez dans l'apprentissage, que vous êtes garçon ou fille, homme ou femme, vous rentrez dans une filière d'excellence pour vous battre. Et puis, vous voyez, peut-être que vous ferez comme moi, qu'un jour vous serez au Sénat ou dans d'autres fonctions respectables. Toutes les fonctions sont respectables, vous savez, dans la vie. Et être un excellent ouvrier, pour moi, c'est la meilleure référence qu'on puisse donner. Je ne dis pas, comme profession, que je suis sénateur. Je dis non, j'étais principalement tailleur de pierre. Et j'en suis encore plus fier
que de ma position au Sénat, parce que c'est une référence, vous savez, le travail bien fait, j'en suis très fier pour vous, parce que je sais qu'autour de nous, il y a la France de demain, la France de l'espoir. Très bien, merci Michel Forissier. Merci pour ces encouragements à Marion. On vous remercie, Michel Forissier et Jérôme Durin, pour être venus répondre aux questions des apprentis. Je vais maintenant demander au ministre François Rebsamen de venir nous rejoindre et nous allons écouter attentivement ce discours de clôture donc de ces rencontres annuelles de l'apprentissage au Sénat. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci madame. Je voudrais d'abord saluer le président du Sénat, le remercier de son invitation. J'essaie de m'inspirer de son action dans le poste que j'occupe actuellement en tant que ministre du Travail, car peut-être ne le savez-vous pas, mais pendant plus de 2 ans, il a bénéficié de manière continue d'une baisse du nombre de chômeurs. Et donc, j'essaie de m'inspirer de votre action, Monsieur le Président. Je voudrais également saluer le président Griset et lui dire combien j'étais sensible à ses propos. Vous saluez toutes et tous, sénatrices et sénateurs, mesdames, messieurs, chers jeunes ici rassemblés, chers maîtres d'apprentissage qui les avaient accompagnés. Bref, c'est un moment particulièrement agréable d'être là pour clôturer ces 15e rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Ça fait 15 ans, effectivement, qu'ici se réunissent apprentis, employeurs et pouvoirs publics. 15 ans qu'à travers des petits cailloux sont semés comme cela, qu'à travers cette manifestation, vous témoignez les uns les autres de votre attachement à l'apprentissage, qui est un outil de développement des compétences pour les entreprises et d'insertion professionnelle, bien sûr, mais d'insertion aussi sociale dans la vie professionnelle pour les jeunes. Même si la conjoncture est difficile, l'artisanat, et ce n'est pas le président Griset qui me contredira, l'artisanat reste un secteur particulièrement utilisateur d'apprentissage et je vous en félicite. Vos apprentis ont aujourd'hui des niveaux de qualification très différents, très différents. On verra d'ailleurs les évolutions. Certains sont en CAP, d'autres en BEP. Certains s'inscrivent dans des parcours professionnels qualifiants qui les amènent à des études supérieures. Par ailleurs, les maîtres d'apprentissage représentent tous les corps de métier. C'est donc une grande richesse que l'on doit continuer de développer pour que l'apprentissage puisse offrir des perspectives nouvelles. Lesquelles ? La construction de parcours professionnels personnalisés, et puis la formation à des métiers à vraie valeur ajoutée, et la taille de pierre en est une, je voudrais le dire ici, et puis la réponse enfin à des besoins de compétences spécifiques. Pour conclure ces rencontres, je donc souhaite partager avec vous un certain nombre de constats issus, j'en ai encore entendu quelques-unes dans la 3e table ronde, issus donc de vos réflexions, de vos propositions, de vos suggestions, et rappeler quand même que l'apprentissage est d'abord une affaire d'engagement. L'apprentissage, c'est aujourd'hui une voie reconnue et sollicitée. En l'espace de quelques années, et c'est très important, et je crois que ça commence par là, son image a profondément changé. C'est une belle victoire quand on sait dans notre pays combien il est dur de faire tomber les préjugés et les autres fausses représentations qui peuvent avoir la vie dure. Vous n'avez pas été les simples témoins de ce changement, vous y avez contribué ici, au Sénat, en diffusant des informations, en organisant des événements comme celui-là, et surtout en allant à la rencontre des jeunes et des entreprises. C'est un travail de terrain qui commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, 91% des jeunes de notre pays ont une bonne image de l'alternance, c'est très important, et 87% d'entre eux seraient prêts à recommander cette voie. On voit le chemin parcouru. 72% estiment d'ailleurs qu'un jeune qui est passé par l'apprentissage, et ils ont raison d'estimer ça, est mieux armé pour trouver un premier emploi. Fini l'image qui était véhiculée couramment de la voie de garage ou, pire encore, de la voie toujours bonne pour les autres, mais jamais pour soi. Deuxième point, si l'image de l'apprentissage a changé, c'est aussi parce que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant. Gagnant pour les jeunes, gagnant pour les entreprises. Et donc, ce constat, il est aujourd'hui partagé par tous, largement.
L'apprentissage favorise, il faut le rappeler, l'insertion professionnelle des jeunes. Dans 7 cas sur 10, après un apprentissage, on trouve un emploi dans les 6 mois. C'est un atout incontestable par rapport aux autres qui sont constatés, aux autres résultats qui sont constatés pour d'autres modes de formation. Et puis, 3/4 des apprentis ont l'impression d'être employés à leur niveau ou au-dessus de leur niveau de compétence. C'est très important aussi de rentrer dans une entreprise avec son niveau reconnu de compétence. Or, dans la vie professionnelle, il est primordial de voir ces qualifications, ces apports reconnus à leur juste valeur. L'apprentissage, c'est aussi une arme forte contre le chômage des jeunes. Mais c'est aussi le début d'une belle aventure, le point de départ d'une carrière en entreprise. Il offre donc la possibilité de bouger, d'évoluer sur le marché de l'emploi et de progresser jusqu'à, bien souvent, cela a été dit par, je crois, les sénateurs qui m'ont précédé, mais aussi par le président Griset, de devenir chef d'entreprise, tout simplement. Et c'est ce qu'on constate dans votre secteur d'activité. J'ai dit gagnant pour les jeunes, mais gagnant aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, ces dernières ont plus que jamais besoin d'une main-d'œuvre qualifiée qui corresponde réellement à leurs besoins de compétences. Former un apprenti leur permet de répondre à plusieurs enjeux, à plusieurs de leurs attentes. D'abord, anticiper le retour de la croissance et le regain d'activité économique. Ensuite, anticiper les départs à la retraite de leurs salariés et transmettre des compétences spécifiques à chaque entreprise, voire, on le sait maintenant, transmettre leur entreprise. Car tous ceux qui sont rentrés dans l'apprentissage, souvent, deviennent chefs d'entreprise et assurent ainsi la succession de l'entreprise et développer la compétitivité. C'est donc pour les entreprises une opportunité unique de préparer l'avenir. J'en parlais avec le président du Sénat à cet instant et je le disais, c'est toujours l'occasion pour moi de lancer un appel aux entreprises, car il y a encore trop de jeunes qui ne trouvent pas de stage dans les entreprises. C'est dit aux entreprises, je leur dis à toutes et à tous, à toutes, même si elles s'engagent, il faut le faire encore plus hardiment. Allez-y, n'ayez pas crainte de ces jeunes. C'est très bien d'aimer l'apprentissage, mais c'est encore mieux d'aimer les apprentis. Tout l'enjeu est de lever les freins, ça a été évoqué et par le sénateur Durin et par le sénateur Forissier tout à l'heure. Comment lever le plus de freins à l'apprentissage, rendre plus facile la démarche des jeunes, rendre plus simple, cela a été évoqué, le recrutement par les entreprises. Il y a eu une journée de mobilisation qui a été lancée par le président de la République le 19 septembre 2014. Elle a réuni l'ensemble des acteurs. Et c'est assez rare dans notre pays pour être signalé, c'est un consensus qui s'est dégagé au cours de cette journée. Les témoignages autour des thématiques retenues ici même aujourd'hui témoignent que des constats qui ont été formulés ont été ou peuvent être pris à présent. Le président Griset l'a rappelé. Comme vous le savez, on s'est mobilisé pour apporter, ou tenter d'apporter, on ne peut pas répondre à tout de suite, mais apporter une réponse concrète pour lever ces freins et se fixer, j'allais dire, un objectif ambitieux. Par-delà les chiffres. Je sais qu'il y a un objectif qui est fixé de 500 000, mais ça fait tellement longtemps qu'on le porte tous ensemble que par-delà les chiffres, il faut développer l'apprentissage. Je m'arrêterai là, c'est-à-dire avoir plus de jeunes en apprentissage, bien évidemment. Il s'agit avant tout de renforcer aujourd'hui la qualité des formations dispensées, de mieux accompagner les entreprises, mais aussi les jeunes, afin qu'ils accèdent à un emploi et qu'ils disposent d'un véritable métier. Tous ont montré ou montrent un désir fort d'avancer concrètement et rapidement en vue de renforcer l'attractivité de l'apprentissage, d'améliorer les conditions d'emploi de l'apprenti, d'adapter l'offre de formation et d'orientation. Dans ce contexte, un plan d'action pour la relance de l'apprentissage a été adopté. Certaines de vos préoccupations, pas toutes ont été entendues et prises en compte, mais toutes ne sont pas encore réalisées. Ce plan est en cours de déploiement, mais je souhaite vous faire part de quelques-unes des mesures les plus significatives qui ont déjà été adoptées. Je ne m'étendrai pas sur l'aspect financier. J'ai entendu ce que disait tout à l'heure le sénateur Patria. L'argent ne fait pas tout, mais il y contribue en la matière. Et les aides qui ont été rétablies aujourd'hui permettent une reconnaissance, une forme de reconnaissance pour l'entreprise. Ainsi, une aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire a été mise en place. Elle est aussi créée pour tenir compte de l'investissement fait par l'entreprise dans la formation de l'apprenti.
Elle sera versée, elle est versée à toutes les régions, par les régions à partir pour tout apprenti supplémentaire depuis le 1er juillet 2014. Cette aide, elle s'ajoute déjà à ce qui existe à la prime d'apprentissage. Et puis, j'ai plaisir d'annoncer, mais je crois que le secret a été un peu révélé, que je me bats pour que, je pense que nous obtiendrons gain de cause. Je ne peux pas, devant des parlementaires, préjuger du vote qu'il sera fait, mais j'y vois quand même un signe. En tous les cas, dans la fusion de la prime PPE, de la prime pour l'emploi et du RSA activité, qui va devenir une prime d'activité, que j'aurai l'honneur de présenter devant vous dans le cadre d'un projet de loi, je proposerai que cette prime concerne également les apprentis qui auront donc droit à une prime d'activité. Et je trouve que c'est normal puisque d'abord, ils ont un contrat de travail, encore faut-il le rappeler. En ce qui concerne la réglementation, le sénateur Durin a évoqué la chose, dès le 5 mai prochain, le décret sortira. L'employeur n'aura plus à demander à l'inspection du travail l'autorisation d'employer un apprenti pour effectuer des travaux dits dangereux. Je dis bien dits dangereux, car il faudra toujours avoir une autorisation pour les travaux dangereux. Il existe toujours des travaux dangereux. Mais pour les travaux dits dangereux, vous en avez cité quelques-uns que nous connaissons, eh bien, il n'y aura plus besoin de faire une demande de dérogation. Une simple déclaration dont le contenu sera allégé, sera suffisante. Par ailleurs, parce que c'était un sujet qu'on entendait souvent évoquer et qui constituait, c'est vrai, la tête de gondole des revendications, ils pourront cueillir, je leur dis, des pommes ou des mirabelles. Cela sera autorisé sur simple déclaration, bien sûr, des chefs d'entreprise. Mais le jeune devra, et c'est normal, préalablement, c'est pas l'ancien ministre du Travail, de Protection, forcément, les jeunes qui dira le contraire, devraient être formés. Mais moi, j'ai toute confiance en la matière dans le travail que font les maîtres d'apprentissage et les entreprises. Et donc, les employeurs pourront recruter plus facilement les apprentis et les jeunes pourront apprendre leur métier dans des conditions réelles qui leur permettront de s'approprier les bons gestes utiles à l'exercice de leur futur métier. D'autres chantiers que vous avez évoqués vont aussi contribuer à cela. La création d'une offre de service pour accompagner les employeurs dans leur démarche de recrutement et une autre pour suivre les jeunes de leur recrutement par des systèmes de médiateurs, par exemple, jusqu'à leur accès à l'emploi, la création d'un statut de l'apprenti, autant de mesures sur lesquelles mon ministère travaille actuellement. Vous avez évoqué le problème de la reconnaissance des maîtres d'apprentissage. Les régions, et je crois que tout à l'heure, le président de la région Bourgogne l'a montré, peuvent prendre un certain nombre de dispositions. Mais j'ai été sensible à la demande que vous avez formulée et mes services y travaillent et j'espère, Président Griset, pouvoir vous répondre prochainement sur cette médaille hautement symbolique que méritent les maîtres d'apprentissage. Enfin, il faut aussi, parce qu'elle n'a pas de raison de passer à travers cet effort généralisé pour le bien-être de nos pays, il faut aussi considérer que la fonction publique doit développer l'apprentissage. Et pour cela, quel retard avions-nous, puisque je crois qu'au mois de septembre, au moment de la conférence de presse que nous avions tenue avec le président de la République, il y avait 800 personnes, 800 jeunes en apprentissage dans la fonction publique. Vous voyez, il y a du chemin, on peut en faire sans être dans du quantitatif. Je crois que l'objectif de 10 000 est quand même un minimum. Et donc, nous allons y arriver. Pour cela, il faut que nous soyons tous mobilisés. Je l'ai fait pour les entreprises tout à l'heure, celles qui pourraient, dans leur filière, recourir à l'apprentissage et qui hésitent à le faire. Celles qui paient la contribution supplémentaire de l'apprentissage parce qu'elles n'accueillent pas suffisamment d'alternants et pour lesquelles la loi de simplification de la vie des entreprises a confié à Pôle emploi une mission importante de prospection pour les aider, les accompagner. Celles qui, traditionnellement, font de l'apprentissage et qui, suite à des erreurs d'aiguillage, dont nous pouvons être considérés en partie comme responsables, se sont désengagées. Il faut qu'elles se réengagent aujourd'hui. 75% des employeurs, de ceux qui le font bien sûr, sont pleinement satisfaits de l'apprentissage et jugent que le coût d'un apprenti est vraiment compensé par la valeur ajoutée qu'il crée. C'est cela qui est important. Voilà qui devrait, et c'est le sens de votre journée, c'est aussi le sens de ce que je dis, voilà qui devrait aussi aider des vocations et rassurer ceux qui éprouvent encore des réticences à s'engager.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous l'avez compris, l'apprentissage est pour moi, pour nous, pour notre ministère, mais pour vous, une priorité. C'est une des voies les plus sûres vers l'emploi. C'est aussi un levier économique important pour notre pays, pour la compétitivité de nos entreprises, qui trouveront ainsi une jeunesse mieux formée, toutes les compétences et toute l'énergie qu'elles portent, ces jeunes, seront à la disposition des entreprises. Au-delà de l'intérêt en termes d'insertion professionnelle et d'opportunités économiques, l'apprentissage est également un engagement. C'est un engagement, je l'ai constaté, nous sommes rassemblés ici, tous rassemblés autour de valeurs communes, parce que l'apprentissage, c'est la solidarité entre les générations. L'apprentissage, c'est la transmission des savoirs. L'apprentissage, c'est le partage au sein de l'entreprise. Et ces valeurs, quand on y réfléchit, font vivre la cohésion sociale et ouvrent les portes de notre République. S'investir dans son travail, faire le choix de l'apprentissage, c'est trouver, grâce à l'emploi, une voie d'intégration. L'exemple du jeune Curie en est la meilleure preuve. Vous portez haut, Mesdames, Messieurs, cet engagement et je suis fier d'être avec vous, je voulais vous le dire. Je souhaite qu'ensemble, nous réussissions la rentrée 2015 pour permettre à ces jeunes qui ne demandent que ça de trouver la voie du travail par l'apprentissage. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce discours de clôture de ces rencontres annuelles de l'apprentissage. Merci, Alain Griset. Merci, Monsieur le Président du Sénat, et merci aux sénateurs d'être venus répondre aux nombreuses questions. Et merci surtout à tous d'être venus participer à ces tables rondes, d'avoir posé des questions. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi sur l'antenne de Public Sénat.